Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ça y est déjà le 6e jour de ce salon international de l'agriculture et puis je suis toujours avec Yanis Darras. Bonjour Yanis. Bonjour Alban. Yanis, j'espère que ce matin vous êtes en forme puisqu'on va pas mal voyager et on commence comme chaque jour avec deux régions qui sont mises à l'honneur. Oui, deux régions françaises, d'abord les Hauts-de-France et puis ensuite on quitte la métropole pour aller en Amérique du Sud, direction la Guyane. Et puis on va continuer à parcourir le monde puisque ce matin on retourne en Suisse, on y était déjà, en Italie pardon, on y était déjà et ensuite justement on ira en Suisse et on terminera ce tour du monde au Liban. Et puis nous avons comme depuis lundi nos envoyés très spéciaux puisque ce matin ils sont deux Yanis. Oui, on a d'abord Thomas Kinkis et on a ensuite Thomas Glavieux-Moreau qui vont donc explorer une nouvelle fois les allées du salon pour nous faire découvrir les producteurs et leurs produits. Et puis avec Thomas Glavieux-Moreau, on aura aussi un duplex un peu spécial en fin de journée, enfin en fin d'émission, De matinée, oui. puisque ce sera avec la vache égérie du salon idéal. La charolaise mise à l'honneur pour ce 57e salon. Et puis nous avons aussi, comme tous les jours, un invité politique. C'est René Dosière ce matin. Exactement, l'ancien député de l'Ain, également aujourd'hui président de l'Observatoire de l'éthique publique, sera avec nous juste de 11h jusqu'à 11h30 et il répondra à toutes nos questions, vous verrez. Et puis Yanis, comme chaque jour, on est ensemble pendant 2 heures et je pense qu'on peut le dire, À travers champs, ça démarre maintenant. Et on fait comme tous les matins, on fait un récap de ce qui s'est passé la veille avec vous, Théo Grévin. Bonjour. Bonjour, et comme je vous en parle depuis 4 jours, c'est l'un des temps forts du Salon de l'Agriculture, le concours général agricole, qui fournit l'occasion aux producteurs de mettre en avant leurs produits, avec 348 produits médaillés sur 1405 en compétition. Et hier, c'est la Réunion qui a été à l'honneur avec 7 médailles décrochées. Parmi elles, les confituriers de la Réunion décrochent 4 médailles d'or. Et Théo, la Bretagne était à l'honneur hier également. Oui, galettes, huîtres, crevettes. La Bretagne a mis les petits plats dans les grands hier au Salon de l'Agriculture. La région était à l'honneur et en fin d'après-midi, elle a reçu le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, venu prononcer un discours en présence notamment du président de la région Bretagne. Et Didier Guillaume a parlé de la politique agricole commune et la pêche dans les eaux britanniques après le Brexit. Et il n'a pas mâché ses mots. Il a notamment déclaré qu'il ne souhaitait pas que cette région soit que cette région soit en pointe de l'innovation et de la modernité et qu'il allait parler au gouvernement pour qu'il regarde cette région avec un intérêt. et alors pour finir, Madonna était présente hier au salon. Quelle surprise, tiens. Oui, alors Madonna, c'est la vache de Frédéric Ramel qui représentera, oui, on l'aurait remarqué, sinon plus remarqué. Donc la vache de Frédéric Ramel qui représentera le pays belgardien dans la catégorie jeune. L'éleveur a pris part à une sélection en janvier. Il a présenté 5 bovins et 4 ont été retenus. Il a présenté les conditions de vie de la bête et l'attachement qu'il a pour elle. Il a rappelé aussi que le salon de l'agriculture reste avant tout un moment de partage et de convivialité. L'exploitant y retrouve des amis, des confrères aussi pour échanger. Et il a déclaré qu'il abordait beaucoup de problématiques avec les autres agriculteurs et parfois qu'il s'aidait aussi à trouver des solutions. Eh bien on passe un bonjour à Madonna. Merci beaucoup Théo Grévin. Alors on va continuer. Et Théo Grévin qu'on retrouvera dès demain et tout au long de cette émission également il va accompagner nos envoyés très spéciaux pour nous rapporter les images des différents duplex et puis on passe à la présentation d'un animal. Oui. Yanis Darras, vous êtes avec Ludmilla Clocher, vous nous présentez aujourd'hui un coq hollandais. Oui, puisque Ludmilla est aujourd'hui accompagnée de Jean-Claude Perriquet et d'un animal donc de basse-cour, à savoir un coq hollandais. Bonjour Ludmilla. Bonjour, donc oui je suis en présence de Jean-Claude Perriquet qui est le président du jury volaille et ça tombe bien parce que dans ses bras il tient l'animal du jour, le coq hollandais noir à huppe blanche. Quelle est sa particularité? Alors ce genre de coq est essentiellement une volaille d'ornement. Évidemment ça pond comme toutes les autres poules mais les gens prennent ça comme petit coq ou petite poule d'agrément. Et comment l'avez-vous noté puisque vous êtes le président du jury? Alors, cet animal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas obtenu une note formidable. Il a obtenu 91 sur 100, ce qui peut paraître bien, mais chez nous, c'est pas terrible. Il y a un petit défaut de crête. Lequel? Alors, normalement,
ça ne doit pas avoir de crête, cette race-là, et celui-ci a des toutes petites crêtes en corne. Donc c'est un défaut. C'est pour ça qu'il n'a obtenu que 91 points sur 100. Et donc là, il est noir et blanc. Est-ce qu'il existe d'autres couleurs pour ce type de coq? Effectivement, cette race existe en d'autres coloris. Il y a blanc à huppe blanche, fauve à huppe blanche, blanc caillouté à huppe blanche, etc. Très bien. Et du coup, à quoi ressemble le coq hollandais parfait? Alors, celui-ci, de loin, il est parfait. Donc, vous voyez, une huppe bouge bien, un peu, ouais. oui, une huppe bien blanche, un plumage bien noir. Juste, je vous dis, s'il n'avait pas eu ce début de crête, il était parfait. Il aurait obtenu probablement au moins 95 ou 96 sur 100. Si on veut, alors c'est de plus en plus à la mode, on prend des poules maintenant chez soi. Si on veut un coq hollandais exactement, comment après on peut le maintenir le plus longtemps possible en vie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le coq hollandais s'élève comme les autres volailles. La seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est sa huppe. Hein, disons, quand il pleut, la huppe pleine d'humidité, c'est peut-être pas bon, donc il faut prévoir des abris en cas de mauvais temps. Eh bien voilà. Est-ce que vous voulez le caresser, Yanis, ce coq? Bien sûr, si vous voulez, je peux le caresser. C'est très doux, Alban. C'est très très doux globalement. Mais après, il est un peu excité, donc Ouais. on va le laisser retourner dans son enclos. Merci beaucoup à tous les deux. C'est moi qui vous remercie. Merci Ludmilla Clocher donc, de nous faire découvrir chaque matin ces animaux. On en découvre plein. Hein. Toujours. Il y a une variété, c'est génial. On va mon cher Yanis, on va lancer les hostilités et on va démarrer à Avec découvrir la région Hauts-de-France. Et pour démarrer justement, on va retrouver normalement Thomas Quinquis et Thomas Lavigne qui sont déjà dans le pavillon 3. Hein, on le rappelle, le pavillon 3, c'est le pavillon où vous pouvez retrouver tous ces produits et toutes ces saveurs de la France. De pavillon dans lequel tous nos envoyés spéciaux vont se retrouver aujourd'hui. Exactement, se baladent. Et Thomas Quinquis et Thomas Lavigne vont goûter du chocolat de Hauts-de-France. On va voir ça. C'est pas forcément la spécialité la plus connue des Hauts-de-France. On entend beaucoup parler notamment de fromage avec le maroilles, mais aussi les Hauts-de-France font donc du chocolat. Et vous parlez de spécialité, justement, Thomas Quinquis va nous faire découvrir une des spécialités de Cambrai. Je vous en dis pas plus, ça sera dans quelques instants puisqu'on retrouve Thomas Quinquis et Thomas Lavigne. Vous êtes donc dans la région Hauts-de-France, messieurs. Oui messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce nouveau jour de Salon de l'Agriculture. Alors oui, vous l'avez dit, je suis dans le pavillon 3 au niveau de la région Hauts-de-France. Et à ma gauche, je suis avec Simon qui est planteur chocolatier. Mais alors Simon, vous avez une particularité, vos fèves de cacao, elles viennent d'Équateur. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors les chocolats de Bessan ont commencé leurs activités en 85 et en 2003 on a créé une plantation de cacaoyers en Équateur parce que pousse en Équateur le National Ecuador, un arbre très spécifique qui produit une fève très douce en amertume mais très parfumée. Donc depuis 85 nous avons ouvert 24 boutiques surtout dans les Hauts-de-France. Et donc cette plantation et du coup avec cette plantation on se dit planteur chocolatier car nos productions sont essentiellement issues de la production de ces fèves. D'accord, alors je vois que vous avez un stand très rempli, très garni. Justement avec ces fèves de cacao, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos spécialités? Alors comme spécialité, on va avoir le chocolat au marteau. Donc ça c'est une plaque de chocolat noir 70% pur cacao incrusté de fruits secs. C'est simple mais c'est efficace. D'autres spécialités, la bûche au chocolat et là au spéculoos ou maya ou à la pistache d'Iran. On a également comme spécialité le praliné. Alors ça, vous allez dire c'est pas une spécialité, mais nos pralinés sont maison, c'est-à-dire qu'on va le produire avec des noisettes qu'on fait venir du Piémont, donc a priori les meilleures noisettes, qu'on va caraméliser nous-mêmes, broyer nous-mêmes et dans lequel on va ajouter notre chocolat. Alors, attendez Simon, juste, est-ce qu'on peut regarder, parce que moi ça m'intéresse, le chocolat au marteau? Est-ce qu'on peut essayer un petit peu de casser ce chocolat? Alors, ça s'achète. Le chocolat le chocolat au marteau se vend au poids et effectivement, on doit utiliser un couteau ou un marteau pour le préparer. D'accord.
C'est très sympa. Est-ce que je peux le goûter, ce petit, Ah bah ce oui. petit chocolat? Dites-nous Thomas, dites-nous. Vous pouvez aussi goûter notre petit rocher praliné. Ça, franchement, je vous le conseille. J'aime à dire qu'on produit le meilleur praliné du Pas-de-Calais, mais bon, si vous préférez le chocolat marteau. Bon, on peut faire les deux, messieurs. Vous m'autorisez à faire les deux? Allez, c'est parti. Alors là, on est sur le chocolat marteau. Alors, c'est comment ça... Alors, je m'en mets plein la bouche, je suis désolé. Mais on sent. Et la praline arrive après. On sent très bien le goût du chocolat. La praline arrive juste après. C'est croquant. C'est excellent, vraiment, c'est excellent. Et Est-ce je veux bien que me c'est permettre de fin? vous goûter Est-ce que, aussi le praliné. est-ce que Ouais. Thomas, en bouche, Alors, est-ce que attendez. c'est fin ou est-ce qu'on sent vraiment bien le chocolat? Ah oui, oui, tout à fait. Vous sentez bien le chocolat. Mais est-ce que ça c'est donne fin? un goût vraiment fort en bouche au départ. Ouais. Et la praline vient derrière. C'est vraiment très très bon. Là, je me lance sur le praliné. Thomas, ne nous oubliez pas, hein. Si vous avez Non, des mais je poches, suis désolé, c'est que pour moi. Vous Vous n'aurez pas le droit à ce genre de dégustation. vous avez des poches, vous En tout pouvez cas, en mettre un petit vous- peu pour nous après. Mais vous manquez quelque chose, le praliné. C'est également excellent. C'est plus doux en bouche, mais c'est tout aussi bon. Vraiment, je vous conseille. Si vous voulez venir goûter, ça va être sur le pavillon 3 au niveau des Hauts-de-France. C'est la chocolaterie Bessan-Lachelle. N'hésitez pas à venir. Merci Thomas Quinquis et Thomas Lavigne. On vous retrouve d'ici 15 minutes pour nous faire découvrir un nouveau produit de la région des Hauts-de-France et c'est une spécialité. Merci à tous les deux. Ça y est, la région Hauts-de-France s'est lancée et puis justement, avant de découvrir un nouveau produit, on va un peu plus faire un zoom sur cette région avec Mathilde Caron. Oui, puisque la région Hauts-de-France est forcément connue pour ses mineurs et aujourd'hui leur souvenir est toujours présent, notamment avec ces grands terrains vallonnés qu'on peut voir un peu partout, mais qui servent aussi à bien d'autres choses, Mathilde Caron. Alors Yanis et Alban, est-ce que vous savez ce qu'est un terril? Terril. Ouais. Alors j'imagine que ça doit être un outil ou non? Ah. Moi je ne sais pas. Accumulation du résidu minier. Alors Neulé Mines Commune du Pas-de-Calais a profité de son passé minier justement et a transformé l'un de ses terrils en piste de ski artificielle. Et le 25 mai 1996, la piste a été inaugurée. C'est la deuxième plus vaste d'Europe, derrière celle d'Édimbourg en Écosse. Elle est considérée comme la station la plus basse de France avec ses 129 mètres d'altitude. Et le site de 10 000 mètres carrés est d'ailleurs classé station de montagne. Et comment est composée la piste alors? Alors jusqu'en 2006, elle était constituée d'une sorte de paillasson vert fluo, humidifié en permanence par des arroseurs automatiques pour faciliter la glisse et pour éviter l'échauffement de la piste. Mais jusque-là, les planches de surf étaient interdites. La piste a donc dû subir un petit coup de neuf. Mais est-ce que les skieurs ont vraiment l'impression d'être à la montagne? Alors la piste, elle est vraiment pas ridicule, Yanis. Une hauteur de 74 mètres, une pente parfois qui va jusqu'à 28 degrés sur 320 mètres de long, jusqu'à 35 mètres de large. La piste est desservie par 2 téléskis, dont un pour débutants, ce qui permet la rotation de 4 minutes pour un skieur rapide. La piste offre également 3 tremplins, un champ de 21 bosses, un halfpipe de 44 mètres, 3 rails de 5 mètres et la possibilité de pratiquer du ski ou du snowboard. J'espère que vous êtes convaincus maintenant. Ah bah ça a l'air aussi bien que dans les Alpes en tout cas. Et alors on le sait, c'est un vrai budget aller au ski. Alors combien ça coûte une heure de ski là-bas? L'heure de ski, matériel de location compris, varie entre 5 et 8 euros oui, seulement. C'est Alors bien maintenant, moins cher. maintenant, Yanis et Alban, vous n'avez plus aucune excuse pour prendre des petits cours de ski. Eh bien moi je vais réserver mon voyage au ski la prochaine fois dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup Mathilde Caron. Voilà, n'hésitez pas donc à aller dans la région des Hauts-de-France. On peut aussi faire du ski pour pas très cher. Et on continue puisqu'on peut aussi découvrir des produits du terroir. Et c'est avec vous, Mathilde Couvillère-Flornoy, qu'on démarre. Et je crois qu'on a de la... Enfin, c'est pas je crois, c'est je le vois même. On a de la bière artisanale d'Arras. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes avec Vincent Page, qui est brasseur à Aix-Noulette, près d'Arras. Il est aussi président du syndicat des brasseurs des Hauts-de-France. Et là, donc, il s'est lancé dans la brasserie avec son frère il y a 17 ans. Mais comment ça se fait que vous avez voulu faire de la bière comme ça ? En fait, par hasard, je fréquentais un bar qui était spécialisé en bière déjà dans la fin des années 80. Commencé à collectionner les sous-bocs, les verres, et puis la passion est arrivée comme ça. Et j'ai eu l'occasion de travailler comme dans un restaurant à bière spéciale. Les patrons ont vendu, ils se sont rappelés que j'étais passionné par la bière, ils m'ont fait la proposition d'aller en Belgique, suivre des cours, d'avoir un brasseur sur place pour faire des formations. Et puis c'est parti comme ça, il y a à peu près 23 ans.
Et puis 5 ans après, j'ai dit allez, je monte mon projet. Et mon frère m'a dit mais je viens avec toi. Et c'est parti comme ça. Donc vous faites des bières artisanales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus de fabrication? Alors en fait, on achète de l'orge maltée, donc en fait du malt. Nous, on s'emploie absolument à avoir de l'orge de région, maltée en région, à moins de 45 ou 100 km de chez nous, ce qui est quand même assez rare. Et donc en fait, on va le concasser, on va le mélanger avec de l'eau, on va chaude de préférence, on va faire des paliers de température de 35 à 74 degrés, ça va durer à peu près 2 heures, c'est une cuisine. On crée une bouillie de céréales, cette bouillie de céréales, on va la filtrer un peu comme dans une passoire, on va garder juste le jus qui s'appelle un mou, on va le mettre en ébullition et là on va y apporter des houblons, en fait des Flandres si possible. Il n'y a plus que 7 producteurs pour 35 hectares chez nous. Là, on y a cru tout de suite il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est à la mode. Mais il y a 17 ans, c'était loin d'être à la mode de travailler avec des matières premières locales. Ça va durer 1h30. On met des houblons aromatiques, amérisants. Ensuite, on va le refroidir à une vingtaine de degrés. On va y mettre de la levure. Ça va durer à peu près 5 à 6 jours de fermentation. Et après, on va faire une phase qui est assez longue, au froid. C'est la garde. Et là, en fait, la bière va venir avec un affinement. En fait, voilà, ça va vraiment s'affiner. Il va y avoir un fondu au niveau des céréales et du houblon surtout. Et puis après, on le passera en bouteille ou en fût. Il se passe entre 6 et 8 semaines, selon si on le met en fût ou en bouteille, du début jusqu'à la fin. Donc là, vous êtes venu avec 2 bières, une plus classique, la blonde, Oui. et une un peu originale, la bière de printemps. La bière de printemps. Donc en fait, la blonde, c'est du matière première locale 100%. Il y a 17 ans, il faut dire quand même que les gens disaient qu'on était has-been de travailler avec les matières premières locales. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est à la mode. Alors que pour nous, ça a toujours été une conviction. Donc ça, c'est vraiment notre produit phare qui a été plusieurs fois médaillé au concours agricole de Paris. Et puis après, il y a la bière de printemps. Alors qui était connue avant comme étant le bière de Mars. Bière de Mars qui était une vraie tradition de la région, parce qu'à Arras, c'est en 1394 qu'on trouve les premières traces écrites au monde sur la bière de Mars. Ensuite, on a su faire de la bière toute l'année. Donc ça a été abandonné, l'appellation bière de Mars. D'accord, parce que, petite question, la bière de Mars, c'était uniquement au mois de mars, en tout cas dans cette zone-là qu'on parce qu'en produisait. fait, on se servait du froid de l'hiver, parce qu'on n'avait pas de froid artificiel. On servait du froid de l'hiver pour pouvoir conserver les bières plus longtemps en fait. Et les meilleurs étaient plutôt au mois de mars. Donc ça, c'était déjà un signe de qualité. Après, ce qu'on buvait le reste de l'année, c'était plutôt aigrelé en fait. Donc c'était encore autre chose. Et dans les années 80, c'est une brasserie alsacienne qui a relancé ça un petit peu au goût du jour, Canterbro. Et puis après, les gens ont pris ça plutôt pour du marketing. Forcément, au 1er avril, est-ce que ma bière est encore bonne? Donc en fait, tous les brasseurs ont appelé ça bière de printemps pour pouvoir la vendre sur 3 mois plutôt que 1 mois. Voilà. Et donc la bière, quand même, c'est la spécialité de la région. Oui. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour vous de vous renouveler, de créer de nouvelles bières? Alors on a de la chance de pouvoir se renouveler parce qu'en fait on a énormément de matières premières. Que ça soit la levure, dont les gens ne parlent jamais, mais il y a des centaines de souches de variétés qui apportent des arômes complètement différents. Les variétés de malt et la composition aussi de la recette, et après les variétés aussi de houblon. Donc on peut faire des milliers de recettes si on veut tous les ans sans jamais avoir la même chose. Voilà, ça c'est bien. Et donc est-ce qu'on peut cuisiner avec vos bières? Oui. Vous pouvez macérer, une recette toute simple, vous achetez un filet mignon de porc, vous le coupez en tronçons, vous le mettez 24 heures au frigo avec de la bière par-dessus, et puis le lendemain vous les cuisinez, vous remettez un tout petit peu de bière dans le fond, de la crème fraîche, un maroilles, nickel, super, pommes de terre rissolées, et c'est génial. Il est 10h30, mais moi ça me donne déjà faim là. On s'est levé un peu tôt, c'est peut-être pour ça aussi Oui. que vous avez déjà faim. Mathilde, une dernière question? Oui, donc vous avez créé aussi la bière de Noël. Qu'est-ce que c'est? Alors la bière de Noël, c'est aussi une tradition du Nord et de l'Alsace. En Alsace, c'était le patron de la brasserie qui donnait les matières premières pour ses employés. En fait, il fallait renouveler la nouvelle récolte. Donc tout ce qu'il y avait dans le grenier, on le vidait, on le donnait aux employés, ils faisaient leur brassin et ils le vendaient aux particuliers. Un peu comme les facteurs aujourd'hui avec les calendriers. Et nous, dans le Nord, en fait, on vidait le grenier. Alors, des fois, elle était plus ou moins forte, ça dépendait de ce qui restait. Et là, par contre, on l'offrait aux clients. C'était déjà une espèce d'étrenne. Donc ça, c'est quand même assez vieux. Et certaines brasseries ont vu leur renouveau, comme la bière du Ch'ti dans les Hauts-de-France, grâce à ce genre de bière. La bière du Ch'ti avait vraiment beaucoup de difficultés à l'époque. Et d'un seul coup, il se dit, mais au fait, mais avant, on faisait ça. Il est reparti comme ça, on a offert des bouteilles dans les maisons, tout le monde a aimé cette bière un petit peu plus forte, 7 degrés plutôt que 5 à l'époque, on buvait très léger, et c'est reparti comme ça. Voilà.
En tout cas, si vous voulez goûter vous aussi les bières de Vincent Page, on peut vous retrouver au stand des Hauts-de-France au Hall Oui. 3. C'est Au ça. Hall 3, à côté des chocolats de Bessan, juste à côté. Voilà. Eh ben, on va y aller. Hein. Ouais, On- le rendez-vous est pris on en va tout y cas, aller. Alban. Et moi, j'ai une petite question. 24, c'est le. Alors c'est notre chiffre un peu porte-bonheur. On fait référence à un livre écrit par Hildegard de Bingen, qui est une herboriste et une monastique, qui au début du Moyen-Âge, en fait, elle s'aperçoit, sans microscope, sans rien, que les brasseurs qui mettaient du houblon au Moyen-Âge, la bière se conservait mieux que les autres. Et il manquait des pages dans ce livre. Et nous, dans le procès de fabrication, tout tourne autour du chiffre 24. 24 kg de malt à l'hecto, degré de température de fermentation, etc., etc. Et le chiffre 24 nous porte bonheur un peu sur pas mal de choses, sauf à l'euro million. Ok, eh bien écoutez, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci Mathilde Couvillère-Flornois. Et puis Alban, bien sûr, on rappelle avant tout que l'alcool est à consommer avec modération. Exactement, exactement. Et puis surtout, évitez dès 10h30, attendez un petit peu. Allez par exemple manger du maroilles, comme vous l'avez dit Vincent. Merci en tout cas d'être venu. Et Yanis, j'ai oublié de le préciser, mais on peut réagir à cette émission. Oui, on peut réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag le siècle vert, ou alors vous suivez tout sur la page Fréquence EJ, Twitter et Facebook. Et puis pour découvrir nos coulisses, plutôt rendez-vous sur Instagram pour avoir les petites photos un peu coulisses. Exactement, Instagram où on met tout. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à poser des questions. On peut y répondre, ou en tout cas on peut poser nous les questions et avoir des réponses. On va continuer ce tour dans les Hauts-de-France et on va retrouver Thomas Quinquis. Il passe vraiment partout, Thomas Quinquis, avec Thomas Lavigne, et il va nous faire découvrir une spécialité des Hauts-de-France et plus précisément de Cambrai. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, Yanis ? Non, honnêtement, c'est la réponse la plus franche que je peux vous donner. Je vous donne la réponse, ce sont les bêtises de Cambrai. Et Thomas Quinquis et Thomas Lavigne vont goûter tout ça et puis vont nous faire découvrir un peu plus ce que c'est et ce que sont ces bêtises de Cambrai. Thomas Quinquis et Thomas Lavigne, vous êtes avec nous et vous êtes tout beaux, Oui. allez-y. Oui, messieurs. Alors, j'ai cru entendre que vous ne connaissez pas la bêtise de Cambrai. Alors c'est Yanis, C'est une erreur. C'est une Yanis. erreur parce que vraiment, c'est C'est un moi, petit régal. Alors, la j'avoue. bêtise de Cambrai, qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon qui date de 1850. Donc, c'est assez ancien. Et je suis avec François, juste à ma gauche, qui va vous raconter l'histoire de cette bêtise. Oui, bonjour. Alors, vous voulez savoir quoi? Dites-moi, racontez-moi l'histoire un peu de la bêtise parce que c'était une erreur, c'était pas prévu au départ. Vous voulez savoir l'histoire de la bêtise? Eh bien, cette bêtise vient tout simplement d'une erreur de fabrication. Ça se passe dans les années 1850. À cette époque-là, chez Despinois, on est confiseur. Et dans chaque confiserie à l'époque, vous aviez des mitrons, des petits jeunes qui étaient là pour travailler, pour apprendre le travail. Et dans le tas, il y en avait un particulier qui, lui, avait l'habitude de laisser brûler son sucre. Donc ce jour-là, plein de bonne volonté, il s'est dit, mon sucre ne brûlera pas. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa spatule et il a remué constamment le sucre. Et en le remuant, le sucre a été oxygéné. Et à cause de l'oxygène, le sucre a commencé à blanchir. Et quand son sucre était cuit à peu près à 140 degrés, lorsqu'il a coulé son sucre sur son marbre, eh bien évidemment, son patron était là juste derrière et il s'est fait engueuler parce que son patron lui a dit « Vraiment, tu ne sauras faire que des bêtises toute ta vie, toi ». Et pour ne pas gâcher la marchandise, ils l'ont mentholé, ils ont mis un peu d'extrait naturel de menthe. Ils l'ont donc retravaillé et le produit a beaucoup plu. Donc à partir de là, c'était là que la bêtise était née. D'accord, donc la bêtise est donc bien née d'une bêtise. Est-ce qu'il y a possibilité du coup de goûter? Je vois que vous avez plusieurs parfums. Il y a menthe qui est le parfum historique, mais vous avez d'autres parfums aussi. Exactement. La menthe, comme vous dites, c'est le parfum historique. Mais comme tout le monde n'aime pas la menthe, et puis même dans la bêtise, on essaye d'évoluer. On a donc fait des parfums de fruits, c'est-à-dire la pomme, la violette, l'orange, la framboise, le praliné noisette, le chocolat orange, le chocolat menthe, et la dernière née, le coquelicot. D'accord, donc vous avez vraiment diversifié. Est-ce que les gens aiment cette nouveauté? Absolument, oui. Mais Thomas, je vois également juste à côté, vous avez un digestif qui est à base de la bêtise. Comment il est fabriqué ce digestif? Alors, ce fameux digestif est donc une crème de bêtise. C'est donc fabriqué à partir des bêtises de Cambrai.
avec une macération. On rajoute un petit peu d'alcool au bout de quelques mois et on obtient un produit extraordinaire. Alors malheureusement, j'ai pas le droit de le goûter, messieurs. Bah goûtez Bon, peut-être. je sais, j'ai tort. J'imagine j'ai tort. Ce qu'on va Mais faire, il me semble quand même que ça ressemble un petit peu à du Jet 27. C'est pas très loin de ça. Ah, ce qu'on va faire, Thomas. On peut pas appeler ça du Jet 27 puisque le Jet 27 est une marque déposée. Moi, je dis que c'est du Jet du 59. Thomas, Bah, tu ce vois, qu'on là, va, messieurs, ce si qu'on vous va l'avez bien faire, c'est voulu. qu'on va vous laisser, continuer à arpenter le salon de l'agriculture. Vous allez goûter tout ça et vous allez nous dire, essayez de nous rapporter des bêtises là au coquelicot. C'était ça, hein, Oui, c'était ça. Je vous ramène ça, je vous ramène ça. Merci Thomas. Et puis on vous retrouve très bientôt. On continue avec vous, Axel Savoie. Vous êtes venu avec quelqu'un pour nous présenter des produits. Exactement, Alban, je suis avec Simon Vanost. Vous êtes gérant de la conserverie Saint-Christophe. Alors aujourd'hui, Simon nous a ramené plusieurs produits des Hauts-de-France, de chez lui, de la baie de Somme. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, dans un premier temps, on a ramené quand même le pot of lèche, qui est vraiment le produit typique des Hauts-de-France. Donc mélange de 4 viandes, lapin, poulet, porc et veau, qui se mange froid avec de la salade, des frites, une bonne bière. Donc c'est celui-là. Après, on vous a ramené le pâté aux rate du Touquet, donc la pomme de terre, la petite pomme de terre du Touquet, donc qui est une base de porc avec des petits morceaux de pommes de terre. Et puis après, la salicorne. Il faut savoir que la salicorne, c'est le produit le plus gros ramasseur de France, c'est la baie de Somme. Alors c'est pas le qu'est-ce que Mont-Saint-Michel. c'est la salicorne? Alors la salicorne, c'est une plante halophile, tout simplement, qui se mange au vinaigre comme un cornichon et au naturel comme un haricot vert. Ça a le goût de cornichon? C'est le cornichon de la mer. Voilà. C'est vrai que ça Après- ressemble un peu à des haricots verts de loin. En tout Ouais, cas. voilà. Ah, des tout petits Ouais, haricots c'est verts. extra fin et sans fil, donc c'est vraiment super sympa pour égayer tout ce qui est entrée ou même un repas. Et puis après, vous avez la terrine d'agneau présalé. Donc l'agneau présalé de la baie de Somme, bien sûr. Vous en avez un peu partout en fait en France, mais la baie de Somme, voilà, ça donne un côté goût super sympa. Alors si je ne me trompe pas, ce sont des agneaux qui ruminent dans la baie de Somme quand la marée est basse. C'est bien Voilà. ça? Donc l'agneau présalé, c'est des agneaux qui sont élevés en baie de Somme pendant plusieurs jours. En fait, c'est défini. Tout simplement, ça donne vraiment un autre goût au produit qui est vraiment unique et vraiment très savoureux. Voilà. Et vous avez aussi Et la le petite dernier, dernière. voilà le petit dernier qui est le petit clin d'œil, c'est une terrine de bulot. Donc ça, c'est vraiment le petit truc qui choque, qui fait rire les gens. Donc c'est du bulot haché grossièrement et que vous mangez à l'apéritif, tout simplement avec un petit vin blanc ou une petite goutte de champagne. Voilà, tout simplement. Quand vous dites manger apéritif, c'est avec par exemple des toasts Ouais, sur un petit toast à l'apéro, tout simplement. Et vous n'avez pas le côté que les gens n'aiment pas du bulot, un peu croquant, bizarre. Là, c'est haché grossièrement, donc vous avez le goût en fait et ça passe tout seul. C'est vraiment sympa. Moi, je vois que dans les 4 viandes là, que vous nous avez parlé tout à l'heure, combien viennent des Hauts-de-France justement? Alors- Est-ce que vous choisissez des producteurs locaux ou malheureusement vous n'avez pas pu Non, nous principalement, donc toutes nos productions de façon est avec de la viande française. D'accord. Et principalement, c'est les Hauts-de-France. Parce que l'avantage avec le rassemblement, c'est que Nord-Pas-de-Calais, Picardie, on est très très fort. Et on a vraiment beaucoup de bêtes chez nous, donc il n'y a pas de problème. Et les moutons, alors, comment ça se passe, puisqu'on parlait des moutons qui sont élevés dans la baie de Somme? Oui. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? L'herbe normale, l'herbe dans la baie de Somme? Enfin, Ah voilà, non, c'est compliqué. On n'a pas l'habitude de voir que des moutons vont à marée basse en baie de Somme. Mais la baie de Somme, au final, c'est quand même un terrain qui est énorme, où vous avez de l'herbe en fait, qui est recouverte une fois de temps en temps par l'eau, ce qui donne une petite pellicule qui donne un côté iodé en fait quand ils le mangent. Mais c'est légèrement salé, mais les moutons et les agneaux adorent ça. Justement, c'est leur péché mignon. Voilà, voilà exactement. Il faut savoir que dans les bergeries, souvent ils donnent des pains de sel aux moutons. Donc là, ils n'ont pas à le faire, c'est fait naturellement. Alors j'ai souvenir que vous aviez un stand bien fourni. Est-ce que vous avez d'autres spécialités du genre? Ah, on a aussi du pâté au maroilles, le maroilles typique du Nord bien sûr, le pâté au genièvre de houle, donc genièvre de houle aussi typique du Nord qui est un alcool de grain. Et après vous avez énormément de choses, plus de 76 produits différents, des plats préparés comme la carbonade flamande, typique du Nord, donc qui est la base du bœuf bourguignon sauf que c'est à base de bière et de cassonade, donc il faut aimer le sucré salé. Le waterzooi de poulet ou de poisson, qui est une sorte de poule au pot à la belge, avec céleri, carottes, poireaux, coupés très fins dans une sauce crème fraîche jaune d'œuf. Et des foies de volaille, lapin, campagne, gibier, et des petites choses sympas comme le boudin noir en pot, ou des sucrés comme le gâteau battu, typique de la baie de Somme, ou le macaron d'Amiens.
Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, on va dans votre stand, à votre stand, on peut se faire un repas complet. Ah, on peut se faire un repas entrée, plat, complet. dessert là. Et l'avantage, tout est c'est que ça garde tous nos produits 3 ans. Donc vous mettez ça dans l'armoire, des amis qui arrivent à l'improviste, vous avez ce qu'il faut, ou un cadeau de dernière minute, c'est toujours bon. Eh bien, j'espère que chez vous, vous avez pris des notes et que vous allez surtout, si vous êtes dans le salon, passer vous voir. Donc, on le rappelle, vous êtes au pavillon 3, région Hauts-de-France. Merci d'être venu, merci de nous présenter vos produits et merci Axel Savoie. On va retrouver Angel Louis, puisque Yanis Darras, vous m'avez quitté pour rejoindre Angel Louis pour parler un peu high-tech ce matin. Et oui, puisque Angel Louis est donc bien accompagné ce matin. De qui êtes-vous accompagné, Angel? Eh bien, je suis accompagné de David Joulin, cofondateur d'Equilibre. C'est l'appli qui permet aux producteurs d'avoir une visibilité totale sur leur exploitation. Comment l'idée vous est venue qu'il y avait urgence à tout prix à faciliter la vie de ces agriculteurs? L'idée m'est venue parce que je suis fils d'agriculteur. J'ai travaillé sur une ferme depuis que j'ai 12 ans à peu près. Et en passant des jours et des jours, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas en fait concilier à la fois le travail sur notre ferme et la gestion administrative. Et donc c'est de là qui m'est venue l'idée. Et on connaissait l'IMC, l'indice de masse corporelle, mais pas l'IMA. Pourtant, c'est un indicateur qui devrait être indispensable pour une exploitation. Oui, alors l'IMA, c'est l'indice de masse administrative. C'est un concept qu'on a inventé où on a cherché à mesurer la quantité de documents à produire sur une ferme et à quantifier ces documents. Et donc, on a fait un petit outil qui permet de calculer pour n'importe quelle ferme combien d'heures on va passer aux tâches administratives. Et pour une ferme moyenne, à peu près, c'est entre 400 et 500 heures par an. Ouais, c'est énorme et votre appli, elle a eu aussi d'autres bienfaits. Le fait, concrètement, il y a des infos que le producteur n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'il a maintenant avec Equilibre? Equilibre, c'est basé sur le concept de l'ERP, en fait, où on va mettre toutes les informations dans le même outil. Tous les modules sont disponibles au même endroit. Et on a un de nos clients qui s'appelle Cédric Lambert, qui lui, en fait, réussit, grâce à ce concept-là, lors d'audit, un audit de production, on va aller chercher plein d'infos diverses et variées. Avant, l'auditeur allait sortir tous les classeurs avec toutes les informations. Ça prenait 3 jours et maintenant, ça lui prend 15 minutes. Et on parle d'une technologie du coup hyper complète, mais pourtant le monde agricole il n'est pas hyper familier avec ce monde de la technologie. C'est pas une difficulté pour vous? Alors c'est une difficulté pour tous les acteurs du digital aujourd'hui dans le monde agricole. Nous on a essayé d'amener des solutions là-dessus, de favoriser l'inclusion numérique. On a développé une solution gratuite et accessible qui s'appelle Click and Farm, qui permet gratuitement à tous les agriculteurs de tester une première solution numérique. Donc on favorise avec un interface assez intuitif. Mais cette interface, il a peut-être besoin de réseau. Les zones rurales, pour une technologie qui est censée être dans le monde paysan, c'est pas handicapant. Alors ça peut l'être, mais chez nous en fait on a fait le choix de travailler toutes nos applications mobiles en mode déconnecté, donc c'est beaucoup de travail. On vient synchroniser toutes les informations pour qu'on puisse utiliser l'application mobile même si on n'a pas de réseau. Et donc ça fonctionne en zone blanche et après à la maison on a juste à reconnecter si on a un peu de réseau, ou alors ça marche aussi avec le Wi-Fi peut-être? C'est ça en fait, même si on n'a pas de réseau, l'application va enregistrer toutes les informations au fil de la journée et puis dès qu'elle va trouver un signal Wi-Fi, elle va échanger ces informations avec la plateforme Equilibre. Et d'ailleurs souvent les innovations elles ont un coût très élevé et les petits producteurs ils sont obligés de s'en passer. Vous avez su rester abordable à Equilibre, comment ça se fait? On utilise nous en fait le concept de l'open source où on mutualise tout un tas de développements et on essaie de garder une solution unique pour différentes offres en fait, et ce qui nous permet d'arriver à proposer cette solution-là sur le marché à moins de 30 €. Bon, c'est parfait, alors on a toutes les informations pour conseiller aux producteurs de s'équiper, abordable, intuitif, ça fonctionne en réseau, il y a toutes les clés d'un succès. Oui, tout est là finalement, et puis voilà, il n'y a que le nom à retenir, c'est Equilibre. Merci à tous les deux. Oui, les innovations qui sont au cœur de l'agriculture, on en a parlé hier notamment avec l'agriculture en question. Et le pavillon 4, c'est le pavillon où vous pouvez retrouver notamment tous ces stands avec notamment l'Agri 4.0 qui vous explique finalement toutes les innovations, toutes les nouvelles technologies qui servent aujourd'hui aux agriculteurs. Vous savez quoi, Yanis? On va prendre l'avion, on décolle, on part en Guyane. l'Amérique du Sud. Exactement. On part en Guyane, et oui, puisque la Guyane, d'ailleurs, qui est l'un des départements français les plus célèbres grâce à sa base
spatiale, la base implantée à Kourou. Et ce choix n'est en fait pas dû au hasard, Mathilde Caron. Pourquoi exactement? Alors, nous allons essayer de faire un petit retour dans le passé pour essayer de vraiment tout comprendre. Est-ce que vous savez de quand date l'intérêt de la France pour l'espace? Début des années 60. Alors ça date de 1958 et du retour du général de Gaulle au pouvoir. Il estime devoir s'intéresser à l'espace au même titre que l'Union soviétique et les États-Unis. Alors pour ça, il crée en janvier 1959 un comité des recherches spatiales présidé par Pierre Auger. Et le 19 décembre 1961, Michel Debré, chef du gouvernement, et Pierre Guillaumat, ministre chargé de la recherche scientifique, font adopter la loi créant le Centre national d'études spatiales, le CNES, dont Pierre Auger devient le premier président. Où se font les premières installations? Alors en 1961, les champs de tir militaire du centre d'essai d'engins spéciaux et du centre d'essai de recherche d'engins spéciaux s'implantent en Algérie. Mais en 1962, est-ce que vous avez révisé vos cours d'histoire? Oui, parce que rappelons-le que que jusqu'en 62, l'Algérie était donc française, un Tout à département fait. français. Exactement. Et que je vous spoil à la suite de votre papier. Vous répondez à la question. L'indépendance. En C'est ça. 62. Vous êtes très bon, Yanis, ce matin. Et justement, en 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie et le CNES commence donc à rechercher une nouvelle base à proximité de l'équateur, zone qui permettrait d'effectuer toutes les missions spatiales dans les meilleures conditions. Et la division équipement du sol de la direction scientifique et technique du CNES étudie différentes possibilités. Et c'est là en fait que la Guyane se révèle et intervient. Au total, 14 sites sont étudiés, des Seychelles à Djibouti en passant par Belém. En février 1964, le rapport de la direction scientifique et technique du CNES établit un classement par points en fonction des critères de sélection retenus. Proximité de l'équateur, existence d'un aérodrome capable d'accueillir un long courrier, distance aussi réduite que possible entre la base de lancement et l'Europe. À la fin, 5 sites sont retenus, mais la Guyane coche toutes les cases. Le choix est officialisé le 14 avril 1964 par le Premier ministre Georges Pompidou et le Centre spatial guyanais est donc installé à Kourou depuis 1965. Et Kourou qui est justement la base spatiale la plus proche de l'équateur, donc Exactement. la plus incroyable pour lancer les fusées dans l'espace. Merci beaucoup Mathilde Caron. Et après ce zoom sur la région de la Guyane, eh ben on va quand même goûter des choses, Yanis. Ah bah j'espère bien qu'on va goûter des choses ça encore. y est, c'est parti, on va y aller avec Ludmila Clocher. Vous n'êtes pas venu seul. Oui, non, je suis avec Nénès Willan qui est étudiant en agriculture spécialisé dans les régions chaudes et il va nous présenter la cassave qui est une galette à base de farine de manioc. Du coup, comment on fabrique la cassave? Alors bonjour à tous. Pour ce qui concerne la cassave, alors je vais procéder par étapes. Tout d'abord, on va chercher le manioc, ce qu'on appelle un abattis. Alors un abattis, c'est une parcelle qui est coupée, sur laquelle on va planter plusieurs tubercules dans le manioc. Et ensuite, quand la plante est assez grande, nous allons fouiller la terre pour aller chercher la tubercule. Quand elle est prête, nous allons chercher une assez grosse quantité, je vais dire ça comme ça. Et ensuite, quand on a jugé que la quantité était assez importante, on le ramène, on commence à l'épeler toute la peau. Et ensuite, on va à l'aide d'un gragé, on va commencer à grager toutes les tubercules de manioc. On va la mélanger avec de l'eau. Et quand on a fini de tous les grager, on va prendre un outil qu'on appelle une couleuvre. Alors la couleuvre, c'est un outil qui est tressé avec un roseau qu'on trouve en forêt, qu'on appelle l'aroman. Alors l'aroman va servir à faire cet objet qu'on appelle la couleuvre. La couleuvre est un objet en forme de cylindre. D'accord. Tout est fait artisanalement. Hein. Tout est fait artisanalement, exactement. Tout est fait à la main peut-être, est-ce qu'on peut goûter pendant que vous continuez à nous expliquer? On va peut-être goûter. Yanis, je sens que vous avez faim. Oui, bien sûr. Si on peut. Du coup, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui se marie le mieux avec la cassave? Alors, selon moi, ce qui se marie le mieux avec la cassave, ce sont toutes les viandes à peu près, le poisson. D'accord. Le poisson, les viandes qu'on trouve en forêt également. Tout ce que la forêt nous offre, quoi.
Et vous Oui, pouvez le manger à n'importe quelle occasion? On peut le manger à n'importe quelle occasion. Elle peut servir également de pain le matin. Par exemple, quand on n'a pas l'occasion de s'acheter du pain le matin, on peut... En fait, la cassave pour nous, c'est du pain en fait. Voilà. Donc on la mélange un peu avec le lait. On le met comme du pain à tartiner, comme une tartine. On peut mettre du chocolat, du beurre. Voilà. Exactement. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est un peu le goût du pain en fait. Enfin, pas non plus, mais en tout cas, il y a la consistance, le fait Bah, que ce soit croquant sous la dent. C'est surtout croquant en fait. Ouais. C'est surtout croquant. Ouais, j'arrive pas encore à déterminer. Je vais peut-être regoûter pour voir. Je vais vous laisser continuer. J'aimerais savoir si le manioc a une grande place dans votre alimentation. Alors le manioc a une très grande importance dans notre alimentation. Elle est considérée comme l'aliment de base de ma communauté, mais pas seulement de ma communauté, mais de toute la Guyane. Toute la Guyane, parce que la cassave ou le coq, c'est vraiment l'aliment que dans les Guyanais on raffole beaucoup. Voilà. Et le manioc, c'est une plante avec du jus toxique, il me semble. Comment vous faites pour la rendre plus toxique? Alors justement, je vais en revenir à la couleuvre. La couleuvre, en fait, elle va servir à retirer le jus toxique. Mais en fait, pour retirer totalement le jus toxique, il faut également un petit moyen mécanique, c'est-à-dire tout au bout de la couleuvre, en bas, nous allons placer 2-3 objets assez pesants. Et ensuite, on va mettre un objet encore plus pesant pour que le jus, de faire en sorte que le jus, en fait, il s'écoule, que tout le jus s'écoule à la fin dans un récipient. Et ensuite, nous allons, en fait, la pâte qui a été mise dans la couleuvre, on va la ressortir. En fait, la couleuvre, c'est un outil qui extrait tout ça. Oui, exactement. Et par exemple, combien de temps il faut là pour obtenir ce sachet? Combien de temps il faut pour obtenir le produit final finalement? Alors, justement, quand on aura retiré tout le jus toxique, nous allons prendre les pains qui ont été formés. En fait, la pâte qui a été formée, on a réussi à former des pains. Genre des pains qui ont la forme de cylindre, hein. Justement la forme de la couleuvre, on en retire une bonne dizaine, enfin beaucoup. Ouais. Ça dépend de la tonne de manioc qu'on a arraché au départ. Et suite à cela, on va les mettre dans un récipient. On va attendre 3 jours pour qu'elles deviennent assez secs. Et par la suite de ça, on va les prendre, on va utiliser ce qu'on appelle un tamis ou manaré chez nous. On va les... Le tamis, en fait, c'est un outil sous forme de carré. Et elle aura un peu un rôle de passoire, en fait. C'est-à-dire, on va prendre la farine. Vous allez égoutter, en fait. Comment? Vous allez un peu égoutter comme on égoutte les pâtes à la fin de la... Oui, c'est ça, exactement. Les pains qu'on aura formés, on va les détruire. On va les faire passer sous le tamis, on va les passer. Et suite au récipient qu'on aura mis, on va obtenir de la petite farine. Et ensuite, très rapidement, on va conclure. On va devoir conclure, mais très rapidement. Ça, donc, grosso modo, c'est combien de temps au global du début de la plantation, enfin de quand vous récupérez le tubercule jusqu'au produit final, il faut compter combien de temps? Ça peut aller très longtemps, ça peut être en 1 an. En fait, sachant qu'un abatis, en fait, ce qu'on appelle l'abatis, il dure 3 ans. Il dure 3 ans et après on est quand même obligé de rechanger de parcelle puisque le manioc il épuise quand même le sol. D'accord. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous. Si on veut vous retrouver, c'est au pavillon 5.1 ou 5.2? C'est ça, 5.1. toutes les spécialités guyanaises. Exactement. 5.1, merci d'être venu jusqu'à nous et on vous souhaite un très bon salon et merci Ludmila Clocher. Et puis on va y aller dans ce pavillon 5.1, Yanis. Enfin pas nous,
Non, mais... pas nous, mais nos envoyés spéciaux qui sont Exactement. partout dans le salon depuis ce matin, qui courent un peu à gauche, à droite pour nous faire découvrir les producteurs qui n'ont pas pu venir jusqu'à nous, Alban. Et à la place de Thomas Quinkis, c'est un autre Thomas. Lui, c'est Glavieux Moreau. Thomas Glavieux Moreau qui est avec Théo Grévin. Voilà, on a un duo ce matin d'envoyés spéciaux. Ils sont donc au pavillon 5 points. On le rappelle, le pavillon 5 points, c'est les produits et saveurs Des régions des Dom-Tom. Exactement, de la France d'outre-mer. Donc c'est un pavillon d'ailleurs qui sent très bon. Hein. Dès que vous arrivez, ça sent très bon partout. Mais c'est l'explosion de saveurs, mais c'est-à-dire voilà, c'est plutôt l'explosion d'odeur, je veux dire. D'odeur, et il y a énormément d'épices. C'est comme tous les salons, comme tous les pavillons, vous savez quoi. Alors moi du coup il c'est faut pas aller mon partout. pavillon préféré puisqu'il y a des épices forcément, mais je sais qu'Alban, vous êtes plus fan que moi. Oui, hier on s'en souvient, vous avez eu un petit souci avec les épices, mais voilà. En tout cas, on va retrouver Thomas Glavieux, Moreau et Théo Grévin. Et puis après, vous savez, on va ah oui, parce que je vois la suite. Je me perds un petit peu, mais je vois en même temps la suite, parce que on va avoir une boisson typique de la région d'outre-mer, et on va le dire une bonne fois pour toutes. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et il faut boire avec modération. Voilà. On pose ça et on retrouve justement Thomas Glavieux Moreau et Théo Grévin. Messieurs, c'est à vous. Eh oui, Alban, regardez, je suis dans le hall 5, celui des îles, celui des Outre-mer. Ça sent les épices, ça sent très bon les îles. On est très heureux d'être ici. C'est le premier hall de ce salon international de l'agriculture. Je vois encore ça afflue dans les allées de la porte de Versailles. Et je vais du coup vous emmener, puisque vous, Alban, vous n'avez pas cette chance-là, vous êtes en plateau, d'aller voir un petit peu tous ces exposants, ces producteurs. Et on va aller faire un tour dans ce hall 5 où on commence d'ailleurs par la Martinique et la Guadeloupe de chaque côté, les deux qui sont présents avec de nombreux types de rhum et de nombreuses traditions qui sont présentes sur ce salon. On sent toujours une très très bonne ambiance. Il y a vraiment seulement des good vibes dans ces outre-mer. Plus loin, vous y retrouverez la Réunion, avec également un très très beau stand réunionnais qui continue. Voilà, on l'a déjà fait, la Réunion, Alban, comme voilà, on l'avait déjà fait et en plateau et en duplex, mais ça vaut vraiment le coup de venir dans ce hall 5 de la porte de Versailles. Là, juste sur ma gauche, que vous allez apercevoir dans très peu de temps, il y a Mayotte qu'on a fait hier. On avait, souvenez-vous, rendu visite à Fundi et Sabrina, Fundi qui avait obtenu la 2e place pour la vanille, et Sabrina qui, elle, faisait des confitures et une très très bonne pâte de fruits au baobab. Donc voilà, c'était Mayotte. Pensez à nous, Thomas, rapportez-nous des choses. On a envie de goûter tout ça. Vous voulez un petit peu d'épices, vous voulez un petit peu de produits d'outre-mer en plateau, Alban. Ce que vous voulez, de toute manière, tout est bon. Comment ? Je vous sens très demandeur de produits épicés, bien de entendu. produits d'outre-mer. Et c'est vrai que vous avez bien raison, puisque ça fait vraiment envie d'être dans ce pavillon 5. On sent vraiment, en passant les portes, je dirais pas qu'on passe les portes du paradis, mais en tout cas, on quitte la métropole. Ça, c'est une certitude. Et là, voilà, juste devant voyage moi, dans ce pavillon. On aborde le département d'aujourd'hui, celui de la Guyane, avec d'ailleurs le stand, on y arrive, le stand de Nénès William, et toutes ces petites gourmandises que vous venez de recevoir en plateau, n'est-ce pas Alban? Regardez ce stand avec toutes ces petites gourmandises que vous avez, je crois, eu la chance de goûter. Et puis si on continue juste un peu, vous avez le fameux rhum Toucan. Et Alban, je crois que on va venir vous en parler très très vite en plateau, puisque si je ne me trompe, Catherine va arriver ou est déjà en votre... elle est déjà avec nous, et justement, c'est voilà. pour ça regardez le stand du rhum Toucan. Voilà, c'était la transition, Alban, pour vous. Vous êtes parfait, Thomas Glavieux Moreau. On vous retrouve bien entendu avec Théo Grévin un peu plus tard dans l'émission, au pavillon 1 notamment. Et justement, voilà, le rhum Toucan, ça y est, il est là. Catherine, vous êtes là, et Axel Savoie, vous allez nous faire découvrir un peu ça. Alors oui, je suis avec Catherine Arnold, directrice générale de Arnold Spirit et des rhum Toucan surtout. Alors avant de parler de ces magnifiques bouteilles, Catherine, vous allez nous parler de vous. Comment vous avez eu l'idée de fonder les rhum Toucan ? Alors les rhum Toucan, ça vient d'abord de l'amour de la Guyane, puisque mon mari a vécu plusieurs années en Guyane. Et quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite amené en Guyane.
Et nous avons eu vraiment l'intention de faire quelque chose avec la Guyane pour faire un lien avec la métropole. Et le rhum est arrivé très vite. Et Catherine parlait bien dans le micro. Juste. Pardon, ok. D'habitude je parle trop fort, alors c'est bien de le dire. Ici il n'y a pas de limite, vous pouvez parler aussi D'accord, fort. ok, comme ça. Alors Catherine, maintenant vous pouvez nous expliquer comment est fabriqué le rhum toucan. Exactement, alors le rhum toucan, c'est vraiment un rhum d'excellence. C'est un rhum qui est 100% pur jus de canne, donc c'est la première presse de la canne à sucre. C'est une canne qui est intégralement récoltée à la main par nos coupeurs de canne. Ce qui est un gage d'excellence parce que quand on coupe la canne à la main, cela permet de trier la canne par rapport à un tracteur. Donc on met vraiment que les bonnes cannes et puis aussi on enlève toutes les aspérités pour quand la canne est broyée, elle ait toutes les bonnes saveurs. Elle est bien gorgée de soleil. Donc ça c'est le rhum toucan, c'est la blanc, base. voilà le pur. C'est le Exactement. pur. Ça c'est le pur blanc à 50 degrés. Il n'y a aucun ajout. Ensuite, on a le rhum vanilliane, qui est une déclinaison du rhum blanc, réduit à 45 degrés, alors que celui-ci est à 50, et infusé avec de la vanille fraîche. Et c'est tout. D'accord, c'est le pur avec de la vanille. C'est ça. Et c'est pas du tout une liqueur, contrairement à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Voilà, c'est un rhum qui reste sec, infusé avec de la vanille fraîche. Et enfin, le troisième de la trilogie Toucan, parce que ça, c'est l'essence de la maison Toucan, la trilogie. Ça, c'est des nouveautés qu'on a cette année. on va en parler. On va en parler plus tard. Voilà. Celui-ci, donc, c'est une infusion de bois. Infusion de vanille, infusion de bois, sans rajout. Ça sera un rhum qui sera un petit peu plus sophistiqué, avec des notes de bois, et qui sera réduit à 40 degrés seulement. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ces nouveautés? Parce que nous, on a eu la chance, on est venu vous voir avant aujourd'hui, on a pu tout goûter, c'est très bon. Mais moi, mon vrai coup de cœur, c'est cette nouveauté. C'est la nouveauté. Ouais. En effet, nous avons donc sorti il y a 6 jours pour l'ouverture du Salon de l'Agriculture 2020, la nouveauté Toucan qui s'appelle le Floc du Pirate et qui est vraiment une douceur par rapport ici à nos rhums qui sont vraiment des rhums très puissants. Ici, c'est une douceur. C'est un rhum à 17 degrés seulement. Alors celui-là, oui, nous l'avons tous goûté. Il est plus doux, plus fruité que les autres. On a même un petit goût de raisin. C'est parce que c'est fait avec du mou, Catherine. Alors, comment vous avez eu l'idée d'associer le rhum avec le mou de raisin? Alors, c'est vraiment une excellente question parce que c'est vraiment, ici, le lien, c'est vraiment l'alliance de la Guyane et du Sud-Ouest. On va dire la Guyane, mon mari, le Sud-Ouest, moi-même. Je pense que c'est pas passé inaperçu. Et le mou de raisin, pour répondre à ta question, c'est la première presse du grain de raisin non fermenté que nous avons allié à la première presse de la canne à sucre. Donc on reste sur quelque chose de vraiment de très haute qualité, comme sur toute la gamme Toucan, mais beaucoup plus léger, plus fruité. Et celui-ci, c'est à boire frais pur. Alors Catherine, on vous Dernière retrouve question. donc dans le hall 5.1. Quel numéro de stand? Alors oui, c'est pavillon 5.1, stand 025. On est sur le stand de la Guyane. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris, Alban. Alors oui, on je ira vous- faire un petit tour avant la fin du salon et on vous y invite aussi à aller faire un petit tour au pavillon 5.1 pour découvrir ces toucans. Voilà. Avec grand plaisir. Et exactement. Merci Catherine d'être venue. Merci infiniment à vous d'avoir pu présenter mes toucans ici. Eh ben, c'est un honneur. C'est avec grand plaisir et merci Axel Savoie. Merci beaucoup. On va retrouver, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, Yanis, vous allez me quitter. On va, enfin, quitter. Rapidement, je voilà, vous quitte rapidement. rapidement. Vous allez revenir, bien entendu. On va recevoir René Dosière. Oui, l'ancien député PS jusqu'en 2007 de l'Ain, qui sera donc notre invité ici sur le plateau du Siècle Vert et qui répondra à toutes nos questions. On en a plein pendant une demi-heure quasiment, aussi bien sur l'agriculture que sur aussi les élus locaux qui parfois mènent un train de vie un peu en décalage avec la réalité, Alban. Et des questions qui vont être posées par vous-même, Manon Blangis et Hugo Franceschi. Et puis en seconde partie de cette deuxième partie d'émission, donc vers 11h30, le rendez-vous, voilà, notez ça, on va repartir en voyage, on va retourner en Italie, on va partir en Suisse et on terminera ce tour du monde au Liban. On termine en beauté. On Et termine clairement en beauté. exactement. Et on va sans plus tarder retrouver Thomas Kinkis et Thomas Lavigne, finalement il y a trop de Thomas dans cette équipe, qui sont au pavillon 5.2 et je crois pas loin de l'Italie.
Oui, messieurs, effectivement, j'ai voyagé. Pavillon 5.2 au niveau du stand de l'ABC Del Gusto et je suis avec Gianni, juste à ma gauche. Alors vous allez voir, il nous a préparé un vrai festin. Gianni, bonjour. Dites-moi ce qu'on a un petit peu là, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Bon, quelques spécialités de la charcuterie italienne, en commençant par du jambon de Parme, du San Daniel. Autrement, on va sur le traditionnel saucisson fait à base de la cuisse, donc c'est comme un jambon à l'intérieur en tant que saucisson. On a donc du coup le filet mignon qui est légèrement fumé, c'est une spécialité du nord-est de l'Italie. Autrement, on a la cerise sur le gâteau de la charcuterie italienne qui est donc le culatello, qui est la noix de jambon de Parme qui est affinée d'une façon très particulière et aussi un peu secrète. Alors est-ce que ça a l'air très très bon? Est-ce que c'est possible de goûter un des trois peut-être? J'ai ici sur le plateau le Parme qui a 24 mois d'affinage. Donc il est... Alors là, Gianni nous fait une belle découpe, messieurs. On est très privilégiés parce que c'est tout frais, hein. Ça sort juste. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est très très joli. Allez, on part sur une petite dégustation. Ah bah merci beaucoup, Gianni. C'est généreux en plus. Ah ouais. Sacrifiez-vous, Thomas, sacrifiez-vous pour nous. Ah oui, monsieur, je suis désolé. Hein. Et alors, Gianni, je vois un petit bout de parmesan. Est-ce que je peux me permettre? On a du parmesan qui a 2 et 3 ans d'âge. Bon, il en existe des plus vieux. Nous, on a ceux-là qui sont très bons. Je vais vous faire voir en même temps une découpe de ce qui est le parmesan. Notre caméraman, il est là. Je ne sais pas s'il va y arriver. Alors, par exemple, en 2 coups, on peut faire ceci. Et on a nos morceaux de parmesan qu'on va goûter. Celui-ci, il a 3 ans. Alors on part sur un petit parmesan de 3 ans, messieurs. Je vais pas vous mentir, on est des privilégiés vraiment parce que c'est des très bons produits. Allez, je me lance. On va pas tarder à reprendre la main, Thomas. Dites-nous ce parmesan. Alors excusez-moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de goût en bouche, ouais. Vraiment. Pour faire plaisir à notre ami Thomas Glavieux, c'est une explosion de saveurs. je vous promets vraiment. Le clin d'œil. Il pourrait venir sur ce stand, il se régalerait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir aussi, messieurs. Nous, on va continuer un petit peu à grignoter. Désolé pour vous, vous avez une émission à continuer, je crois. Eh bien, merci Thomas Quinkis, merci de nous faire découvrir tout ça. Vous étiez avec Thomas Lavigne, savourez. Et puis, on va lancer cette deuxième partie d'émission avec notre invité qui est René Dosière. Et alors, on va apporter une petite correction. René Dosière, déjà, bonjour. Et vous êtes député de l'Aisne. Oui, de l'Aisne, 02. Voilà, c'est ça. Alors avant de passer aux questions de nos 3 journalistes, Manon Blangis, Hugo Franceschi et Yanis Darras, je vous propose de découvrir votre portrait. C'est Paula Monesti-Andreani qui s'y colle depuis le début de ce salon et elle le fait à sa manière. Je vous propose d'écouter. Bonjour René Dosière. Bonjour. Alors vous êtes né le 3 août à Origny-Sainte-Benoîte sous le signe du lion. Alors, pour faire un peu de vulgarisation astrologique, à notre naissance, toutes les planètes du système solaire se trouvent affiliées à un signe astrologique. Et être du signe astrologique Lion, c'est parler de l'influence de l'astre solaire. Mais chez vous, elle ne s'arrête pas là, car vous êtes aussi ascendant Lion. Alors l'ascendant étant ce que les autres perçoivent de nous. Ces précisions faites, qu'est-ce que le signe du Lion? Fier, résolu et passionné. On peut dire que notre félin ne fait pas dans la demi-mesure. Il déborde de volonté et surtout de volonté créatrice. Et votre création est un héritage républicain inestimable. Vous avez enquêté pendant près de 20 ans sur le budget de l'Élysée. Et pour un lion, pavaner dans les couloirs du Palais Bourbon, c'est un peu comme être à la maison. Votre rôle parental de recherche de transparence dans les dépenses du chef de l'État en a fait murmurer plus d'un. Vous êtes attaqué autant à droite qu'à gauche, vous, l'ancien du PS. Mais pas de quoi effrayer le roi des animaux, l'assurance vous pousse même à fonder un think tank en 2018, l'Observatoire de l'éthique publique. Et en 2019, l'acharnement est créateur. Vous publiez Frais de Palais, un portrait chiffré de l'Élysée qui informe sur les finances publiques de Jupiter, la planète bien sûr. Je conclus par votre carrière politique dans la lignée du majestueux lion. En fier représentant de la Picardie, vous avez été maire, conseiller régional, président du conseil régional et conseiller général. Et pendant presque 25 ans, député de la Nation.
La passion et la conviction de votre engagement en ont sûrement effrayé plus d'un. Jouer avec le feu d'un héritage peut-être un peu trop solaire n'aura manifestement pas eu raison de votre carrière. Le rideau tombe alors sur le théâtre de la politique, certainement pour tourner la page avec un grand roman de votre cher Charles Péguy. Ah, merci beaucoup, c'est un portrait un peu nouveau. Mais vous savez, j'ai un frère qui fait beaucoup d'astrologie et qui fait ça de manière très scientifique, un peu comme vous là. Donc ça vous parle, les Oui, astres ont raison. Ça parle, mais j'avoue que j'ai toujours du mal à un peu à y croire, quoi. C'est tout ce qui est un peu irrationnel. Hein, Mais est-ce que ça colle finalement ce portrait? Est-ce qu'il vous colle? Non, mais tout à fait. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai que, en tout cas, il fallait être solide hein, pour supporter. Comme d'ailleurs tous les responsables politiques, vous savez, il faut qu'ils aient un peu la carrure un peu solide, parce que bon, on est souvent attaqué, soit par l'opinion publique. On est souvent peu apprécié par l'opinion publique, et puis par vos amis politiques, voire vos adversaires. Mais vous savez, quand on a avec certains de ses amis, on n'a pas besoin d'avoir des adversaires. Hein. Eh bien, merci Paula Monestier-Andréani. On vous retrouve dès demain pour un nouveau portrait. Et on attaque tout de suite avec ce premier thème. Le coronavirus apparu en Chine touche désormais 40 pays, dont 13 en Europe. Le dernier bilan officiel de l'Organisation mondiale de la santé comptabilise plus de 81 000 contaminations et près de 2800 morts dans le monde. On en parle avec Manon Blangis. Bonjour Alban Gamet de Saint-Germain, bonjour René Dosière. Bonjour. 81 000 contaminations, c'est impressionnant, mais à l'échelle mondiale, est-ce que c'est vraiment inquiétant ? Écoutez, c'est un épisode qui montre que, à travers les siècles, l'humanité reste toujours angoissée hein, devant le peur de ce genre d'épidémies qui peuvent arriver. La différence, donc la différence avec ce qui a pu se passer dans le passé, avec la peste, etc., c'est qu'aujourd'hui, sur le plan médical, on arrive à contrôler les choses. On essaie d'où viennent les maladies, on essaie d'analyser en plus le virus, les conditions, de trouver les moyens de soigner. Vous savez, par exemple, on ne doit pas s'en inquiéter aujourd'hui du coronavirus ? Non, je crois qu'on n'a pas de raison, en tout cas, d'avoir une peur, une angoisse, si vous voulez. Parlez juste bien dans le micro. Oui, il faut tout simplement garder la raison et faire confiance aux scientifiques, aux chercheurs. Vous savez, pour toutes les grandes épidémies qu'on a eues dans le passé, même encore aujourd'hui, on a par exemple trouvé des vaccins. Alors je sais bien qu'il y a une partie de la population qui refuse le vaccin, etc. Ce qui est une idiotie d'ailleurs. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui le on gouvernement... trouvera pour le coronavirus, on trouvera bien entendu un vaccin. Il faut un peu de temps. Mais en matière de prévention, est-ce que pour vous le gouvernement en a fait assez ? Écoutez, pour l'instant, alors la France n'est pas atteinte sur le plan épidémique. Enfin, elle est menacée, évidemment, et donc on a un système hospitalier, on contrôle, on a des tests. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude, je dirais, particulière. Est-ce qu'on devrait quand même peut-être fermer les frontières avec l'Italie ? On a vu que le coronavirus s'est répandu extrêmement rapidement, ce qui peut arriver aussi en France. Oui, mais alors certainement pas. Ou du moins ralentir les échanges avec l'Italie. Alors, certainement pas fermer les frontières, ça c'est encore un fantasme, parce que le virus, de toute façon, franchit les frontières. Vous savez, l'Italie avait interrompu ses liaisons aériennes avec la Chine. Et ça n'empêche pas, si vous voulez, le virus d'arriver. Alors, on ne sait pas comment il est arrivé, mais fermer les frontières, c'est complètement absurde. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Mais peut-être au moins rétablir des contrôles aux frontières. Oui, non, mais les contrôles, ils se font, vous savez, étant donné les millions de gens qui circulent, puis une frontière, ça se franchit par mer, à pied, en avion, enfin, je veux dire, bon, non, l'essentiel, c'est naturellement, à chaque fois, de faire un contrôle et de respecter les indications que le ministère de la Santé a données à la population, c'est-à-dire de faire attention et de prévenir le 15, etc., de s'isoler le cas échéant. Donc, je pense qu'on a un système de santé qui permet, je dirais, de répondre, de faire qu'on peut avoir peur,
mais on ne doit pas être angoissé. Est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui quand même une vraie répercussion sur l'économie française et mondiale par contre? Alors là c'est un deuxième aspect qui est tout à fait important, c'est-à-dire étant donné le rôle et la puissance de la Chine dans l'économie mondiale, le fait qu'en Chine, on a adopté des mesures qui sont particulièrement sévères de contenement de la population, on a des risques naturellement de pénurie de produits. Ils n'auraient pas dû avoir autant de contrôle, Écoutez, autant de mesures ils l'ont sévères. fait, c'est un régime totalitaire. Donc il a la possibilité, si vous voulez, d'imposer à sa population des méthodes qu'on ne peut pas imposer dans une société démocratique. Comment on fait donc pour éviter une crise économique en France en tout cas, puisqu'on a réduit les échanges déjà avec la Chine, alors que la Chine Oui. est un grand... enfin, on a beaucoup de partenariats avec la Chine. Écoutez, je crois qu'il faudra à l'avenir tirer les leçons de ce phénomène de mondialisation qui veut que les économies occidentales, qui sont celles qui consomment le plus, qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé, délocalisent la fabrication de leurs produits dans des pays où les prix sont plus bas. Et donc on s'aperçoit qu'on a une certaine dépendance. Je crois qu'il faudrait... On est trop dépendant aujourd'hui de ces pays-là. Sans doute un petit peu trop. Hein, voilà. Et donc ce serait bien de pouvoir revenir, si vous voulez, à des pratiques plus saines, d'autant que même dans ces pays, le prix de fabrication va augmenter sensiblement parce que les travailleurs vont demander davantage de protection, etc. Et donc les choses s'harmoniseront. Mais il y aura sans doute d'autres pays qui auront encore des prix un peu plus bas. Je crois qu'il faut qu'on arrête ce type de compétition. Mais justement, à ce stade, il n'y a pas encore de problème avec les médicaments. Mais si cette crise donc continue, on est dépendant en grande partie aussi de la Chine pour la production de certaines molécules qui se retrouvent dans les médicaments, comme le Doliprane par exemple. Est-ce que justement, là aussi, on devrait encore une fois ramener toutes ces productions Écoutez, en Europe en tout cas ou en France? La première des choses que l'on devrait faire serait de savoir exactement combien de médicaments, lesquels, dans quelle proportion sont dépendants de la Chine. Or, actuellement, apparemment, on ne le sait pas. Et donc, sur le plan statistique... Alors, selon le ministre Bruno Le Maire, on aurait entre 80% et 85% des principes actifs, donc pas tout le médicament, mais en tout cas qui serait produit en Chine. Oui, non, mais je veux bien, mais je veux dire, moi j'ai lu hier un article du Monde qui, justement, auprès des autorités de santé, fait apparaître qu'en réalité, on ne sait pas très bien la quantité ni la nature des médicaments. Alors, on pourrait déjà améliorer les sources statistiques pour savoir exactement quelles sont nos faiblesses. Au demeurant, les distributeurs ont quand même également du stock. Hein. Bon, enfin, on ne sait pas non plus combien. Vous voyez, et ça, c'est chez nous. Hein. Je veux dire, on a un problème d'information scientifique à améliorer. Merci René Dosière. Et merci Manon Blangis. Il y a une semaine, René Dosière, le journal numérique indépendant Mediapart révélait dans un article le montant des salaires perçus par les dirigeants de la FNSEA, le principal syndicat agricole de France, des révélations qui ont fait réagir l'organisation et aussi les agriculteurs qui cotisent pour payer ces salaires. On voit ça avec Hugo Franceschi. Bonjour René Dosière. Bonjour. Je suis outré, je me sens trahi, voilà ce que m'ont dit les agriculteurs ici au Salon de l'Agriculture quand je suis allé leur poser la question, certains du moins. Vous, est-ce que vous comprenez ces réactions après les révélations de Mediapart ? Oui, je les comprends, je ne les partage pas nécessairement. Vous savez, moi j'ai fait ma carrière professionnelle dans un organisme agricole, qui était d'ailleurs la Chambre d'agriculture de l'Aisne, qui est un organisme puissant, et où d'ailleurs la Fédération départementale des syndicats agricoles était puissante. Bon. Eh bien, les agriculteurs, si vous voulez, se sont dotés de structures syndicales, notamment la FNSEA, dont l'objet est naturellement de défendre leurs adhérents. On peut penser d'ailleurs ce qu'on veut de l'action de la FNSEA, elle défend tel type d'agriculteur, mais voilà. Et l'objet de cette organisation, c'est naturellement de recruter des experts, et des gens qui vont contribuer, je dirais, à obtenir des résultats intéressants auprès des pouvoirs publics, etc., à faire un travail lobby. Donc ces experts, je dirais qu'il faut les payer correctement. Donc en soi, si vous voulez que ces gens soient bien payés, ça n'est pas directement lié, je dirais, à l'état de vie, enfin je dirais des agriculteurs qui est très divers, hein, parce qu'il y en a qui
sont particulièrement Oui, en difficulté. mais là, René Dosière, il y en a d'autres qui vivent bien. Ce qui compte, c'est naturellement est-ce que les agriculteurs considèrent que leur organisation syndicale est efficace, arrive à bien défendre leurs intérêts. Mais si le rôle de la FNSEA, c'est justement de représenter les agriculteurs, pourquoi le directeur général actuel, donc Clément Forax, lui gagne 13 400 € par mois d'après Mediapart? Comment on peut réagir quand on est agriculteur et que 30% des agriculteurs en France sont aujourd'hui considérés comme surendettés? Oui, alors, ce qui est choquant, beaucoup plus d'ailleurs que le niveau de rémunération, même s'il y a une tendance en France, je dirais un peu générale, je dirais à cultiver la hausse des rémunérations. Vous savez, quand il y a une trentaine d'années, mon directeur de chambre d'agriculture, lui, avait une politique salariale qui était assez rigoureuse, mais enfin, j'ai toujours été payé correctement, mais enfin bon, pas à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est surtout de voir qu'il y a eu un rythme d'augmentation d'une année sur l'autre qui est sans doute un rythme anormal. C'est ça qui est pour qui est vous, un peu choquant. quand Clément Forax dit que justement son augmentation de salaire de 22% et celle de son adjoint Louis Chandelier qui a eu une augmentation de salaire de 30%, quand il dit que c'est normal à la FNSEA que ça arrive tout le temps, là il ment? Non, ça n'est pas normal. Aujourd'hui, si vous voulez, des augmentations de salaire qui atteignent 2 chiffres, voire même, etc., ne sont pas normales. On voit bien que pour l'ensemble des fonctionnaires, les taux d'augmentation sont même souvent inférieurs à 1%, que dans de nombreuses sociétés, les taux d'augmentation sont faibles. Et des taux d'augmentation à ce niveau-là ne sont pas plus acceptables que, par exemple, dans les cabinets ministériels, où je fais tous les ans une étude de la rémunération, et où sur une période, si vous voulez, de 10 ans, dans les cabinets ministériels, la rémunération moyenne, qui est de l'ordre de 9 000 €, mais la rémunération moyenne a augmenté de 60%. Sur 10 ans. Donc, Comment ça se fait que dans ces filières-là, justement, on ait la possibilité d'avoir des augmentations de salaire aussi énormes, alors qu'ailleurs, ce n'est pas possible? Écoutez, moi je crois qu'à ce moment-là, ce sont aux adhérents, je dirais, de la FNSEA, de poser les problèmes et puis de s'interroger dans leurs organisations syndicales et de mettre leurs responsables et que leurs responsables essaient de justifier. En tout état de cause, aujourd'hui, des augmentations de salaire qui sont de cette importance ne sont pas acceptables. Encore moins lorsque la population que l'on défend, enfin une grande partie de cette population, naturellement, est en difficulté. Très modestement, c'est un petit peu, si vous voulez, comme dans les entreprises privées, quand les résultats sont très mauvais et que les dirigeants s'augmentent très fortement. Je crois que là, il y a une sorte d'éthique, en quelque sorte, de comportement éthique des responsables, d'éviter, je dirais, des augmentations qui soient trop divergentes. Quand la FNSEA déclare qu'elle assume pleinement la rémunération de ses hauts dirigeants, pour vous, c'est critiquable, cette position? Qu'elle assume, oui, mais enfin, ce sont ses adhérents qui, à ce moment-là, sont capables, je dirais, de porter la seule. Alors, ceci dit, vous savez que la FNSEA n'est pas la seule organisation professionnelle. C'est une organisation professionnelle très forte. Elle est critiquée un peu par tout le monde, par sa puissance. Ceci dit, je crois que les professions ont besoin de s'organiser sur le plan syndical, en tout cas, pour être mieux défendues et mieux entendues des pouvoirs publics. Et la FNSEA a d'ailleurs parfaitement réussi à se faire entendre, au moins pour certaines catégories de ces Et une dernière question, René Dosière. Très brièvement. Très brièvement. Quand Emmanuel Macron déclare qu'il ne voit pas où est le problème, quand il a été interpellé lors de sa visite au salon sur ça, qu'il déclare qu'il ne faut... Enfin, pour vous, c'est condamnable aussi cette position d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faudrait plafonner les salaires de ces hauts dirigeants selon vous? Je crois qu'en tout cas, les gens devraient avoir le souci d'une modération salariale et on devrait aussi le faire au gouvernement. Vous savez, le gouvernement d'Édouard Philippe est le gouvernement qui a le plus augmenté, 22%, l'année où il est arrivé, la rémunération dans les cabinets ministériels. Alors évidemment, il a donné un exemple particulièrement malvenu. Merci René Dosière. Merci Hugo Franceschi. À quelques semaines des élections municipales, l'Observatoire de l'éthique publique dévoile son livre blanc pour combler les zones grises de la démocratie locale. Yanis Darras. Et oui, bonjour René Dosière. Oui, bonjour.
publication des dons de plus de 150 € reçus par les membres des exécutifs des grandes collectivités territoriales ou encore la publication des déclarations des patrimoines des grands élus locaux. Aujourd'hui, vous publiez donc 28 propositions. Est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir recréer de la confiance entre les citoyens et les élus locaux ? En tout cas, c'est notre objectif. Vous savez, l'Observatoire de l'éthique publique a pour objet de réunir des chercheurs universitaires et des parlementaires pour essayer d'améliorer et de rendre plus transparent certaines zones grises. Or, s'agissant par exemple de la déontologie, de la transparence sur les comportements et sur les rémunérations des élus, on a fait beaucoup au niveau national pour les parlementaires. Par contre, pour les élus locaux, on a fait beaucoup moins. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de transparence au niveau des élus locaux ? Au niveau des élus locaux, on peut améliorer les choses en déclinant, je dirais, les décisions qui ont été prises pour les élus nationaux. Ça peut s'adapter, ça marchera correctement pour vous. Tout à fait, et la population en a besoin. Alors, comme on est au moment des élections municipales, je crois qu'il est bon qu'au moment des élections municipales, on puisse débattre des véritables questions et pas seulement se parler de la sécurité ou de la propreté. Vous savez, il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets plus importants, l'éthique des élus, la transparence sur les comptes, la participation des citoyens aux décisions. Il y a comme ça tout un ensemble de propositions. Vous n'avez pas peur que ces propositions retombent aussi, par exemple, sur les maires qui sont souvent pointés du doigt en ce moment et qui sont les élus locaux les préférés des Français et ceux aussi qui sont les plus proches des Français? Oui, alors, distinguons, si vous voulez, des propositions qui notamment concernent le plus directement les collectivités locales les plus importantes, les communes les plus importantes, et évidemment pas les communes de 50 ou de 100 habitants, où là le problème ne se pose pas de la même manière. Encore que, dans ces collectivités, même les plus petites, les élus ont besoin d'être guidés pour savoir ce qu'ils peuvent faire en matière de déontologie, et le fait de disposer du conseil d'un déontologue pourrait, je dirais, les aider à mieux assurer leur travail. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de déontologie, en tout cas ce n'est pas assez expliqué aux élus locaux en France? Tout à fait. On ne sait pas suffisamment ce que c'est que la déontologie. Il ne faut pas tomber dans la moralisation, enfin, au sens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Non, il faut au contraire de bonnes pratiques. Il faut rassurer les élus locaux, leur donner les éléments qui leur permettent de faire leur fonction dans les meilleures conditions possibles et justement conforter la confiance que la population a dans ses élus locaux. Une des propositions faites, c'est justement d'abaisser le salaire des grands élus locaux à celui des salaires donc des parlementaires, à savoir 5 000 € environ par mois. C'est quand même énorme, encore 5 000 €, c'est déjà pointé par la plupart des citoyens comme salaire étant considéré comme énorme. Vous pensez que c'est vraiment la solution de baisser les salaires des grands élus locaux? C'est une proposition parmi d'autres, mais là aussi, notre volonté, c'est de bien démontrer que les élus locaux ne s'engagent pas pour des questions de rémunération. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité, ce que les élus nationaux ne peuvent plus faire, ils ont la possibilité de cumuler des rémunérations. Et donc on propose que le plafond de ces cumuls de rémunération ne soit pas supérieur à celui des élus nationaux, ce qui est au fond de donner une règle, comme précédemment, si vous voulez, on s'est Pour vous, aujourd'hui, il y a des abus au niveau des élus locaux? Oui, il y a quelques abus, ce n'est pas la règle générale. Et encore une fois, parmi les 2000 élus qui sont à la tête des collectivités les plus importantes. Mais pourquoi il y a des abus? Parce qu'on leur laisse trop de pouvoir ou parce que pendant 40 ans, le gouvernement n'a pas montré forcément patte blanche lui aussi? Non, simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, parce qu'il n'y a pas suffisamment de conseils et parce qu'il y a quelques élus qui abusent. Mais encore une fois, il s'agit d'une minorité et ça ne concerne pas les 500 000 élus locaux qui sont pour la plupart bénévoles. Encore une fois, il faut faire la distinction entre ces 500 000 élus bénévoles et puis les 2000 élus qui sont de vrais professionnels, qui ont tous une voiture et un chauffeur, ce que les parlementaires n'ont pas, et des rémunérations, si vous voulez, élevées, et qui se comportent quelquefois en roitelets, sans avoir les contrôles suffisants. Merci René Desière. Merci Yanis Darras. Merci à vous, René Dosière, c'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait le plaisir de venir jusqu'à nous. On le rappelle, vous êtes député de l'Aisne et non pas de l'Ain. Voilà, oui, l'Aisne 02. Voilà. Mon erreur, excusez-moi. Première circonscription de l'Aisne, si on veut, mais enfin, c'était l'Aisne, oui. C'est ça. 25 ans, oui. C'est ça. Et dernière question.
Qu'est-ce que vous avez prévu quoi là, de regarder quoi au salon aujourd'hui? Vous avez prévu... Écoutez, je vais aller faire un tour sur les stands des gens de l'Outre-mer et en particulier sur celui de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un dossier que j'ai suivi, que je continue un petit peu à suivre. Et la Nouvelle-Calédonie qui va avoir au mois de septembre un référendum pour savoir si elle veut devenir indépendante, eh bien, moi... c'est une de mes préoccupations. Alors, je vais aller voir ça. Puis on va quand même, je vais aller voir les animaux quand même. Hein. Oui, les animaux d'ailleurs. Eh bien, dans quelques instants, nous aurons Thomas Glavieux-Moreau accompagné de Mathilde Caron, qui, eh ben, on a pris rendez-vous avec la vache égérie. La vache idéale. Là, oui. Voilà, donc ça, on va pouvoir les retrouver. Juste avant, on va le retrouver, Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron. Merci encore une fois, René Deuzière, d'être venu jusqu'à nous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée au Salon de l'Agriculture. Merci. Et on passe directement au duplex. On vous retrouve, Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron. Vous êtes au pavillon 4 et vous êtes avec un invité. Voilà, exactement, Alban, vous avez tout compris. On est avec un invité dans ce pavillon 4. On est très proche de là où vous êtes, du stand Siècle Vert. Et nous sommes avec Thomas Bourgeois. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Thomas Bourgeois, vous êtes le directeur, le président de la Fédération nationale des agriculteurs, multiplicateur de semences. Effectivement, en quoi consiste cette fédération? Alors donc, je suis le président. Donc la fédération, en fait, c'est une fédération qui regroupe les syndicats départementaux. Donc nous travaillons sur la multiplication de semences, sur 4 espèces principalement, donc les céréales, protéagineux, les potagères, les betteraves et les fourragères. Et donc nous travaillons sur la technique, à produire des semences de qualité et aux normes. Et nous travaillons aussi sur la partie syndicale pour la défense des multiplicateurs de semences. Et quel est votre rôle précis en étant directeur de cette fédération? Je suis pas directeur, moi je suis président. Président, pardon, excusez-moi, de cette fédération. Et président, c'est le relationnel avec les agriculteurs et le relationnel aussi avec le monde de la semence, de l'interprofession. D'accord. Et vous y êtes depuis quand depuis combien de temps président de cette fédération? Alors moi je suis tout jeune, hein, ça fait là c'est ma 2e année que je suis président de la FNAMS. D'accord. Et pour finir très, très rapidement, puisqu'on parle de semences, ça parle à tout le monde sans vraiment y parler réellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vulgariser le terme semence? Alors, la semence, globalement, nous sommes d'abord des agriculteurs avant tout. Et ensuite, nous produisons de la semence. Donc la semence, globalement, c'est ce que vous mettez en graines. Donc par exemple, pour ceux qui font des potagers, la petite graine d'oignon ou de carotte que vous mettez en terre, c'est passé par nos mains. Parce qu'en fait, vous avez des personnes qui créent les variétés, ils ont un petit stock de graines, et nous, le but du jeu, c'est d'essayer de multiplier, donc d'accroître ce stock de graines pour qu'un maximum de personnes puissent utiliser la variété. Et avec d'ailleurs ce rôle de président, ça vous permet aussi d'aller dans tous les coins de France. Vous allez rendre visite à de nombreux agriculteurs. Tout à fait, oui. Donc toutes les régions sont représentées, tous les départements sont représentés. Mais vous teniez quand même à être là aujourd'hui pour ce 57e salon de l'agriculture, pour vraiment venir voir aussi ce qui se passe à l'intérieur dans les halls, aller voir vraiment tout ce qu'on voit dans cette porte de Versailles. Tout à fait, et puis ça fait partie de mon rôle aussi, donc d'être avec l'interprofession sur les halls 2 et puis de venir aussi au Siècle Vert sur le hall 4. Voilà Alban, je ne sais pas si vous m'entendez encore, normalement si. Si, on vous entend bien. Donc voilà. C'était clair et du coup, on le rappelle, le pavillon 4, c'est le pavillon où vous pouvez trouver donc, toutes ces technologies, ces innovations. Merci Thomas Glavieux-Moreau. Avec plaisir, on remercie Thomas, merci beaucoup. Oui, remercier votre invité. Merci Thomas Glavieux-Moreau. Vous étiez accompagné de Mathilde Caron et on vous retrouve très prochainement d'ici la fin de cette émission pour rencontrer Idéal. Et puis, de l'agriculture 2020, voilà, oui. J'allais dire 2019, non, 2019 c'était l'année dernière. On est passé en 2020 et puis on va redécoller, Yanis. Je suis très heureux déjà de vous retrouver et on va repartir ensemble. Voilà. Je suis déjà de retour. On repart ensemble et cette fois-ci direction l'Italie. On y était déjà hier. On refait un petit arrêt là-bas puisque on adore l'Italie.
On adore ça l'Italie et justement on a un autre Thomas qui est venu accompagner cette fois-ci. Bonjour Thomas Lavigne. Alors de quoi on va parler? Parce que je vois de la truffe et j'ai très envie de dire que c'est de la truffe. Je suis avec chaque chose en son temps, Yanis. Je suis avec le directeur Salvatore Lenzi de l'entreprise Lenzi Tartufi en Italie. Donc tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une truffe? Je vois que vous avez ramené une truffe grandeur nature. Bonjour, merci de votre invite ici à C'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Je suis italien, je ne suis pas de la Lombardie, de la Veneto. Hein. D'accord. Je veux tranquilliser. La truffe, c'est le premier pays au monde pour qualité et pour numéro de quantité de produits. D'accord. L'Italie, vous parlez? Oui, l'Italie. Nous avons la truffe blanche d'Alba. C'est la truffe plus réputée dans le monde entier. C'est la plus rare, la plus chère. Et vraiment, il y a un parfum très très particulier. Comment est-ce que l'on récolte les truffes? Vous m'avez parlé d'une technique avec des chiens. Comment ça se passe en fait? Oui, avant, il utilise la recherche avec le porc. Oui. Maintenant, c'est les chiens. Il y a 2-3 races très particulières qui sont très bien pour la recherche de la truffe. En 2003, donc vous lancez Lenzi Tartufi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vendre de la truffe? Oui, 2003, nous avons commencé avec 20 produits différents. 7 produits in exclusive européens que nous avons encore maintenant réalisés avec la truffe noire de Bagnoli, qui c'est une truffe noire d'hiver, très très parfumée. Et pour la première fois, nous avons réalisé des produits conservés avec même cette truffe fraîche. Ça, c'est la truffe de Bagnoli. D'accord. C'est le produit plus vendu dans tout le monde. Un produit très bien apprécié dans toute la France. Nous sommes presque 17 années dans toutes les foires de la France. 17 ans que vous venez Oui, dans la foire de l'agriculture, foire de Paris. On fait beaucoup de foires en France. Alors, oui. On sait qu'il y a la truffe blanche et la truffe noire, mais quelles sont les différences entre ces deux truffes? La différence, c'est sur la rarité. La truffe blanche, on se trouve seulement pour 3 mois l'année. 1er octobre, 31 décembre. C'est très rare, comme je dis avant. Et il y a un goût aillé. Il y a un parfum aillé, un parfum qui te prend. Pourquoi? C'est très, très particulier. Ça, c'est la truffe noire de Bagnoli. Il y a un goût plus intense. Il y a un goût de bitume, un goût un peu bizarre, mais je pense que la truffe, c'est comme ça. La truffe, il devait avoir un goût qui devait prendre la tête de la personne. On va très rapidement, je suis désolé, on va devoir continuer, mais on va très rapidement goûter, messieurs. Oui. Albon, je vous laisse goûter. Et juste on parle pas seulement. Allez-y goûter, parce que moi j'ai une autre information à donner, puisqu'on a eu la chance aussi de vous rencontrer avant, et vous pouvez trouver de la truffe, mais de la poudre de truffe, voilà, de la poudre de truffe, c'est juste incroyable. Vous nous avez fait goûter. Il y a quoi? Vous déposez une dose minime de truffe et c'est tellement, en fait, c'est tellement fort et c'est tellement, comme dirait Thomas Glavio-Moro, c'est une explosion de saveurs puisqu'il y a un tout petit peu et vraiment vous le sentez très bien. Et ce que vous me disiez, c'est que pour accompagner les plats, des pizzas, des pâtes, voilà, c'est. Alors je dis que c'est un produit qui l'an dernier a gagné les premières places en Dubaï, sur la foire de Dubaï. C'est un produit innovatif. C'est très facile à utiliser. Vous l'utilisez comme le poivre sur des pâtes, sur des pizzas, de l'omelette sur les œufs plats, sur une assiette normale, sur de la viande, sur de la pizza. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable.
Eh ben, gardez-en moi parce que moi je vais venir vous en prendre. En termes de prix, peut-être que c'était votre question. Elle allait venir justement. En termes de prix, on se situe à combien à peu près sur le... Ça, c'est le parfum que j'ai dit avant. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une pièce unique, ça. Ça sent fort. Ça sent un peu fort, Alban? Bah moi j'aime beaucoup la truffe, mais oui, je m'attendais pas à cette odeur en fait. C'est pas tout à fait le. J'ai l'impression que l'odeur je retrouve pas le même goût que l'odeur. C'est peut-être moi. C'est vrai qu'il y a des différences entre l'odeur et le goût aussi. Je les note. Oui, oui. Et donc pour revenir sur les prix, on tourne autour de combien sur des petits pots comme ça? Dépend de la période. Avant de Noël, c'est la période plus chère. C'est presque 100 €, 150 €, dépend de l'année. C'est tout, le prix il fait tout la demande et l'offerte. S'il y a une situation climatique pas bonne, normalement le prix monte et à l'inverse elle démonte, tout ça. C'est en fonction de l'offre et de la demande que le prix est fixé, d'accord. C'est tout ça qui marche avec la tour, tout le temps. Thomas Lavigne, où est-ce qu'on peut retrouver Lindsay? Alors ce sera au pavillon 5.2 dans le stand Italie qu'on pourra retrouver Salvatore Lenzi qui aura le plaisir de nous faire goûter ces truffes. Voilà. Comme chaque année, nous avons un grand promo, une grande offerte pour tous les clients qui écoutent maintenant la direct. Sur 3 pièces achetées, vous aviez le 4e offerte. Voilà, une offre à ne pas manquer. C'est des produits qui se gardent très bien. C'est pas ouvert 1 année, 2 années. Et après l'ouverture, encore 5-6 mois dans le frigidaire avec un pot d'huile sous, vous le gardez très très bien. Promo ou pas promo, il faut y aller. Merci Thomas Lavigne, merci à vous d'être venu. Merci de votre accueillance. On va retrouver Yanis Darras avec Yanis Mehdi pour savoir comment marche quelque chose et aujourd'hui de quoi on parle. Ah, vous ne savez pas, Alban? Bien, Yanis Mehdi va répondre à cette question avec sa fameuse chronique Comment ça marche? Bonjour Yanis. Yanis Darras, tendez votre micro alors, à Yanis le Mehdi. micro de Yanis Mehdi ne marche pas, donc on va échanger de micro. Je recommence, tout à fait. Alors, je présente Digital Africa, rassembler, accompagner et soutenir l'innovation pour le numérique en Afrique. Je vais laisser Pénélope en parler. Donc Pénélope, Digital Africa, qu'est-ce que c'est? Merci Yanis. Alors Digital Africa est né à la base d'un challenge il y a déjà plusieurs années pour des entrepreneurs qui voulaient innover, tout ça. Il y a eu beaucoup de candidatures et finalement pas assez de lauréats. Donc on a voulu lancer une initiative à plus grande échelle pour pouvoir soutenir, accompagner, donner des ressources à tous ces entrepreneurs qui veulent innover en Afrique et qui n'ont pas forcément les moyens. Et comment vous est venue l'idée et éventuellement le financement? Alors c'est parti, c'est souvent les membres fondateurs qui ont commencé à en parler, se dire comment est-ce qu'on peut faire. On va créer une initiative pour soutenir ces entrepreneurs-là. Ça vient d'une initiative présidentielle aussi, soutenue par Emmanuel Macron, avec également l'AFD et Proparco. Donc il va y avoir 65 millions d'euros pour aider ces jeunes. Alors, on parle de 2 grands axes dans la société. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors il va y avoir d'une part une plateforme en fait sur laquelle les entrepreneurs mais tous les acteurs de l'écosystème vont être les bienvenus parce qu'il faut tous les acteurs, les bailleurs, les entreprises, etc. Donc cette plateforme est également un label pour vraiment créer une communauté, un écosystème fort autour du numérique, de l'innovation entrepreneuriale en Afrique. Et votre mission principale, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà, donc c'est pour ça en fait qu'on est là. On est organisé en plusieurs clusters thématiques. Donc il y a le cluster agriculture et alimentation. C'est pour ça qu'on est au Salon de l'agriculture aujourd'hui. Mais également éducation, santé, fintech, tout ce que vous voulez. Et donc à cette occasion, on a amené avec nous plusieurs startups, plusieurs organisations qui sont engagées autour de l'agriculture africaine et dont mon collègue ici de Itumba. Alors justement, Itumba, donc le partenaire numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour, merci de nous donner l'opportunité de vous présenter ce qu'on fait. Donc, nous sommes une start-up française qui développe des solutions numériques
en agriculture, en environnement pour les pays du Sud, notamment l'Afrique. Donc on est parti, nous, du constat qu'en Afrique, le conseil est trop généraliste. Donc on s'est appuyé sur les connaissances scientifiques qu'on a ici en France. On s'est entouré des labos de recherche comme le CIRAD, l'IRD. Et on est parti du besoin terrain pour numériser une solution qui permet d'individualiser le conseil à la parcelle pour chacun des petits producteurs. Alors comment ça se passe? On s'appuie sur différentes sources d'informations. Quels sont les moyens de production du petit producteur? On va numériser les itinéraires techniques avec les experts locaux. On va prendre en compte les données météo. Et parfois, on va intégrer des modèles agronomiques qui vont nous permettre de générer le bon itinéraire technique pour l'agriculteur. Et on va derrière lui envoyer des messages par SMS dans sa langue locale ou un appel vocal quand il ne sait pas lire. Alors justement, on parle de conseils ou aussi de techniques ou les deux? Donc on parle de conseils. L'idée, c'est d'améliorer le conseil, de l'individualiser via les outils numériques. Et donc, vous travaillez avec des sociétés en Afrique, basées là-bas? Oui, on travaille avec les structures en fait, qui encadrent tous ces petits producteurs. Donc, on travaille avec des groupements, parfois avec des coopératives ou des agro-industriels qui travaillent avec tous ces petits producteurs en Afrique. Et pourquoi pas avoir une infrastructure sur place là-bas? Alors aujourd'hui, on est très présent sur le terrain évidemment. On s'appuie sur des partenaires locaux parce qu'ils connaissent le terrain. Mais à moyen terme, on envisage effectivement d'avoir des représentants locaux. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci Yanis de me rendre mon micro et puis je vous souhaite une très belle journée au Salon de l'Agriculture et plein de bonnes choses pour l'investissement digital en Afrique. Merci à tous les trois. Yanis, après l'Italie, on part pas si loin. On remonte un petit peu et voilà, on part en Suisse. Et pour en parler, eh bien, nous avons un invité. Alors, c'est pas vous, Théo Grévin, mais vous allez nous le présenter. Kürsner qui est avec nous et qui est avec son frère un producteur de vin suisse. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le vin suisse? Oui, bien bonjour. Le vin suisse, c'est pas facile à présenter parce qu'on a énormément de cépages qu'on vinifie. Dans notre région, le cépage roi, c'est le Chasselas. Parlez bien dans le micro, excusez-moi. Oui, c'est le Chasselas. Où on connaît chez vous le Chasselas de Moissac, qui est un vin, qui est un raisin de bouche. Nous, on le vinifie. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et ensuite, nous faisons des cépages Gamay, Pinot, Gamaret, Garanois, aussi des Chardonnays, des Gewürztraminer. D'accord, donc il y a des similitudes avec le vin français quand même. Pour le Chasselas, pas tellement, car les blancs français sont souvent vinifiés avec une seule fermentation. Le Chasselas que vous avez ici, on a 2 fermentations et la petite chose, c'est qu'on a du carbonique naturel qui vient avec cette 2e fermentation, donc on a un léger pétillant sur la langue. D'accord, et vous nous avez ramené donc 3 bouteilles ici, je vois un label or, donc voilà. Vous nous avez ramené vos meilleures bouteilles. Alors ici, ce label, c'est une dégustation qui est faite pour... vous avez le droit de mettre ce logo quand on a 18 points et plus sur 20. Donc ça veut dire que vous avez déjà un vin qui est déjà sûr, qui a une qualité qui est déjà reconnu par des professionnels. Voilà. D'accord. Et quels sont les critères justement de tout ça? Alors les critères, c'est simplement par la dégustation de ces professionnels qui vont vous dire oui, la typicité du Chasselas est bien présente, oui, la typicité du Gamay est présente, ou le vin que vous avez envie de présenter là-bas. D'accord. Et donc là, j'ai lu que la surface viticole mondiale de la Suisse est 0,2%. Oui. Donc c'est vraiment infime. La France, par exemple, c'est 10%. Tout à fait. Est-ce que... la Suisse, c'est 15 000 hectares. C'est le vignoble d'Alsace. D'accord. Oui, donc... Comme ça, en comparaison, en effet, voilà. c'est pas l'un des plus grands vignobles de France, mais ça représente déjà une bonne surface. C'est une jolie surface, mais c'est vrai que c'est pas très grand. Et est-ce que justement vous aimeriez rivaliser avec la France qui a 10% elle de la surface viticole mondiale? Alors, on peut pas le faire. C'est une question de place déjà. Mais est-ce que vous voudriez produire un petit peu plus, par exemple? La production est limitée, hein, nous avons des quotas. Donc, pour un Chasselas, vous pouvez faire 900 grammes au mètre carré.
Sur les rouges qu'on a ici, c'est entre 700 et 800 grammes. On n'a pas le droit de faire plus. D'accord. Quand vous dites que la production est limitée, c'est pourquoi? C'est pour éviter trop la... On n'entend pas, c'est ça? Ah oui, vous n'avez plus de micro, je pense qu'il est HS. Voilà, quand vous dites que la production est limitée, c'est pourquoi? C'est pour éviter le gaspillage ou c'est pour éviter d'en produire trop et que derrière il y ait peut-être une déperdition dans les prix, enfin que l'offre dépasse la demande? C'est pour éviter d'en avoir trop sur le marché, uniquement pour ça. Et puis qualitativement, puisqu'il y a quelques années, on pouvait faire à peu près n'importe quoi en quantité. Vous avez vendu, donc vous gérez votre vignoble avec votre frère. Tout à fait. Vous avez vendu une partie commerciale. On a vendu une partie commerciale, tout à fait. L'année dernière, pour quelle raison? Alors, on a 5 enfants entre les deux et aucun est intéressé à reprendre le domaine. Et on n'avait pas envie de se retrouver coincé à 65 ans et trouver quelqu'un. Donc on s'est dit, on va commencer à regarder parce que c'est un joli bateau qu'on a et pas simple à remettre. Donc on a commencé. On va conclure très rapidement. Théo, je suis désolé. La dernière info qu'il faut savoir, c'est où vous retrouvez. Théo, on retrouve où? On le retrouve dans le hall 5. 5.2. 5.2. 5.2. C'est important de préciser, il y a 2 étages. Il y a 2 étages et l'étage du dessus. Et puis surtout... Au stand des fromages suisses. Exactement. Et puis on peut, chez vous, déjà apprécier la bonne ambiance, les bonnes odeurs et surtout aussi manger une fondue. Exactement, une moitié-moitié fantastique, vraiment, je vous la conseille. Oui, et nous on a eu la chance forcément de venir vous voir avant et d'y goûter, donc allez-y, courez-y même. Merci d'être venu jusqu'à nous, merci Théo Grévin. Merci à vous. Et on vous l'annonçait, Yanis, alors récupérez peut-être un micro. Je récupère le micro de Théo qui me le prête gentiment. Voilà, on en a parlé depuis le début de l'émission, on a réussi à booker la vache égérie idéale, oui, parce qu'elle est très très prise. Imaginez. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec Idéal. Elle est très occupée sur le salon. Imaginez juste l'année dernière sur le salon 2019, l'éleveur de la vache égérie avait répondu à plus de 100 interviews. Donc c'est voilà, elle est très prisée cette vache. Et justement, on va retrouver Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron qui sont avec eux. Alors, et juste avant, mais oui, mais juste. J'ai cru que vous l'aviez oublié. Mais non, rassurez-vous, je n'ai pas oublié Paula Monestier-Andréani qui, comme toujours, va nous faire le portrait de la vache. Bon, on peut le dire, là c'est un portrait astro, il n'y a personne, il n'y a pas de surprise. Donc vous allez nous faire le portrait astro de cette vache idéale et peut-être même de son veau aussi. Oui, on verra plus tard, mais on va se concentrer donc sur Idéal. Donc Idéal est née le 22 décembre 2013, donc elle est du signe du Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est que le signe du Capricorne est représenté par une chimère. Donc c'est-à-dire que c'est un animal mi-chèvre, mi-poisson, voire mi-dauphin ou mi-coquillage. Et dans la mythologie grecque, on retrouve un dieu qui, du coup, représente le Capricorne. C'est le dieu Pan. Et le dieu Pan est représenté mi-homme, mi-bouc, donc mi-chèvre, mi-poisson pour le Capricorne, mi-homme, mi-bouc pour le Pan, enfin le dieu Pan. Je me permets de vous couper, mais le dieu Pan, d'où vient la flûte de Pan? Exactement, voilà. Exactement. Donc c'est un satyre, mi-homme, mi-bouc, et on peut dire qu'il y a une ressemblance déjà plus ou moins physique, on va dire, avec le symbole du signe du Capricorne. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce dieu est protecteur des bergers, et il était représenté dans la Grèce antique, dans la région de l'Arcadie, donc une région montagneuse. Et c'est un parallèle donc assez évocateur entre une divinité de la nature et la vache égérie, donc la vache idéale, qui représente donc le monde agricole. Très bien, très bien. Mais en fait, on peut vraiment tout découvrir et faire des liens à chaque fois avec l'astrologie. Exactement. Et finalement, je pense qu'on va avoir un peu le temps. On a le temps de voir peut-être le portrait astro de son veau, puisqu'elle n'est pas venue seule, cette vache. Alors oui, elle a donc un petit veau qui est né, alors attendez, il est né le 11 décembre 2009, donc c'est un Sagittaire. Et ce qui est intéressant en astrologie, c'est que le Sagittaire est représenté par l'idéal.
et sa mère s'appelle Idéal, donc c'est plutôt intéressant comme petit rapprochement. Et deuxième chose, le Capricorne, donc le signe astrologique du Capricorne de la vache Idéal, est associé avec le signe du Cancer à la terre nourricière, donc à la mer. Et ce qu'il faut dire, c'est que Idéal met bas chaque année à un veau, donc on peut dire qu'elle est très productive comme le signe du Capricorne en matière de maternité, on va dire ça comme ça. Eh bien, merci Paula Monesti-Andréani. Normalement, on doit retrouver donc Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron. Merci encore une fois, Paula Monesti-Andréani. Et ça y est, l'égérie de ce salon est avec nous grâce à Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron. Vous êtes donc au pavillon 1. Au pavillon 1, on peut retrouver cette vache égérie qui s'appelle Idéal et qui a d'ailleurs un enclos à elle. Privatisé, un enclos juste pour elle et son veau qui est avec elle bien sûr parce qu'il ne peut pas trop s'éloigner de sa mère. Donc Idéal qui vraiment est un peu à part parce que c'est une star, donc vous pouvez vraiment la voir pas sous tous les angles, mais presque. Et alors si, justement, je crois que sous tous les angles, on peut faire vraiment faire le tour en tout cas. Exactement, oui, tout à fait. Et c'est au début, vraiment, c'est à l'entrée du pavillon 1, donc vous ne pouvez tout simplement pas la rater. On tombe dessus, littéralement. On tombe dessus en ouvrant la porte. On lui tombe dessus. Le temps peut-être aussi de vous rappeler ou de vous inciter à rester encore un petit peu avec nous, puisqu'on va continuer de voyager après avoir rencontré cette vache idéale. On va partir au Liban, Yanis. Oui, on part au Liban avec Mathilde Couvillère-Flornoy qui va donc revenir sur les terroirs du Liban. On verra qu'il y a 2-3 trucs assez sympa, on ne dit pas plus pour l'instant, on garde un peu de secret parce que c'est aussi ça le salon de l'agriculture. C'est des secrets, des petites pépites qu'on trouve au hasard au détour des allées. Et Mathilde a trouvé donc quelque chose d'assez formidable qu'on goûtera dans quelques minutes après Idéal. Et Idéal justement qu'on retrouve dès maintenant avec Thomas Glavieux-Moreau et Mathilde Caron. Effectivement, Yanis et Alban, on l'attendait et elle est là. On est avec l'un de ces 3 éleveurs. Nous sommes avec Jean-Marie et il y a Idéal et son petit veau derrière. Déjà, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes l'un de ces 3 éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les 2 autres, puisque je crois que vous êtes très très proches? Oui, donc on travaille en GAEC à Cours-la-Ville dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est un élevage familial que mon grand-père a créé, l'élevage charolais. Et ensuite mon père Bruno et mon frère Laurent. Et aujourd'hui on travaille donc avec Bruno et Laurent en GAEC tous les 3. On élève 125 vaches charolaises sur 187 hectares, de l'élevage extensif. Donc. Parfait. Et on continue avec justement maintenant Idéal qui est la vache égérie. Je le rappelle, c'est elle qui est sur toutes les places. Elle est partout. Quelle fierté d'avoir la vache égérie cette année pour vous sûrement. Pour nous c'était un honneur que la race charolaise ait été choisie comme race à l'honneur donc de ce salon. Et qu'Idéal en soit l'égérie, pour nous, c'était vraiment une fierté parce qu'on peut représenter notre métier et on peut témoigner de la passion avec laquelle on fait notre élevage et de la belle vie qu'on donne à nos vaches charolaises. Et comment devient-on vache égérie? C'est une question, je pense, que tout le monde se pose. Quelles caractéristiques il faut? Est-ce que ça tourne chaque année? Eh bien, pour être la vache égérie, oui, ça tourne entre les races laitières et les races allaitantes et les races à grand effectif et petit effectif. Cette année, ça devait être une race allaitante, donc race à viande à grand effectif. Il y a eu 3 dossiers en compétition. C'est la charolaise qui a été retenue. Et l'association des éleveurs charolais, le Herdbook Charolais et Charolais France nous ont fait le plaisir de nous demander d'avoir la vache égérie chez nous. Et au sein de notre cheptel, c'est nous qui l'avons choisie. On a tout de suite pensé à elle parce qu'elle a vraiment les mensurations typiques de la race. C'est ni la plus grande, ni la plus lourde, mais elle est vraiment représentative de la race charolaise. Et là, vous la voyez même avec un rayon de soleil et elle est surtout toute seule. Enfin, toute seule, je m'entends avec son veau dans l'enclos. Pourquoi est-ce qu'elle est toute seule? Puisqu'il y a une grande accumulation de personnes qui viennent la voir. Mais est-ce que c'est décidé? Est-ce que ça lui convient d'être seule? Surtout, est-ce que c'est mieux pour elle? Ça lui ramène plus de stress? Eh bien, d'être toute seule, là, c'est parce qu'il y a énormément de monde qui vient voir la vache égérie. C'est le point qui est le plus visité du salon, hein, la vache égérie. Et donc, ça permet à tout le monde de bien la voir. Elle est sereine avec son petit veau. Et on peut aussi lui donner des congés. Par exemple, hier, elle a été remplacée, donc c'était affiché. Hier, elle était en RTT, Idéal. Et on l'a mis tranquillement au milieu des autres pendant 2 nuits, du coup, et 1 jour. Et je pense qu'elle en était très contente. Elle a le droit de souffler, elle a le droit de souffler, elle aussi.
Oui, surtout. Et comme on le disait, elle n'est pas toute seule. Elle a eu un veau et très récemment. Est-ce que le nom est... Eh bien, en fait, déjà, pourquoi elle est avec son veau? Parce que c'est une race allaitante, la charolaise. Et les charolaises, elles sont pas à vocation pour traire. C'est une race bouchère, une race à viande. Elles élèvent leur veau pendant 8 à 9 mois. Et donc, Roi des Prés, il est né le 11 décembre dernier. Et donc, c'est un veau qui a 2 mois et demi, mais qui fait déjà entre 170 et 180 kilos. Parce qu'un charolais, ça grandit très vite, grâce au lait de sa mère. Une belle bête, une très belle bête. Et à noter que Idéal fait, elle, 1 tonne. 1 tonne, ainsi que sa mère également 1 tonne. Et son père, il y a la photo qui est ici sur le stand, il s'appelait Dakar, c'était un taureau qui était né dans la zone d'origine du Charolais, il était né dans la Nièvre et c'était un taureau remarquable dans notre élevage. Il était voilà, un vrai père de famille, Alban. Dites-moi si à tout hasard en plateau vous avez quelques questions sur la vache égérie. Écoutez, non, vous avez, moi je crois qu'on a absolument tout dit. Juste pour finir, une très petite question. Vous rentrez dimanche soir. Comment ça va se passer le retour parmi toutes ces copines dans le pré? Le retour, je pense que ça va bien se passer. Elle sera sûrement comme nous contente de rentrer et de retrouver son chez elle. Et puis dès le début du mois d'avril, elle repartira au pré avec toutes ses copines et en troupeau, on va dire de 10 à 25 vaches et surtout avec un taureau. Donc voilà Alban. Vous savez tout sur la vache idéale, qui est la vache égérie de cette 57e édition du Salon international de l'agriculture. Merci Thomas Glavieux-Moreau et merci Mathilde Caron. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller la voir, cette vache égérie. Un gros bébé. Tout simplement, un gros bébé d'1 tonne. Eh bien, comme je vous le disais, on continue notre voyage, voyage après l'Italie, après la Suisse. Maintenant, c'est au tour du Liban et on voit ça avec vous, Mathilde Couvillère-Flornoy. Donc nous sommes avec Zeina Tomé, qui est la responsable marketing des terroirs du Liban. Et elle nous a ramené plein de spécialités en fait, qui sont produites par des coopératives de femmes. Comment vous avez eu l'idée de vous associer comme ça avec ces femmes? Alors l'idée a commencé en 2006. C'était après la fin de la guerre et le retrait de l'armée du Sud pendant la guerre. Donc 5 personnes ont eu l'idée d'aider ces gens-là qui n'ont plus aucune ressource. Donc c'était dans le sud Liban que ça a commencé avec une association qui s'appelait à l'époque Saint-Vincent de Paul. Zaina, parlez bien dans le micro, excusez-moi. Oui, encore plus. Ouais. Voilà. Donc c'est 5 copains, 5 amis qui ont décidé d'aider des femmes, surtout des femmes et les gens qui vivaient dans le sud Liban suite à la guerre qu'il y avait eu au Liban. Donc ils ont été, ils les ont visités et ils ont vu qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils faisaient de l'huile d'olive, des olives, du thym. Donc c'est l'origan libanais. Et l'idée a germé comme ça, avec l'aide d'une association française qui s'appelle Artisanat Sel, d'essayer de promouvoir ces produits en France. On a commencé en France à travers le réseau du commerce équitable. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé l'ONG qui s'appelle Fairtrade Lebanon, donc Commerce équitable Liban, pour commencer à former les agriculteurs, les coopératives, surtout de femmes, pour les aider à exporter leurs produits. Donc ça a commencé avec une coopérative. Maintenant, on en est avec 35 à peu près répartis sur tout le territoire libanais. Et donc là, vous nous avez apporté différents produits de différents villages, en fait. Voilà. Là, il y en a 2 qui ont reçu le trophée des agriculteurs du monde. Voilà, donc il y a deux produits qui ont reçu le trophée. Vous avez d'une part le Zaatar Kaouzar. Donc Kaouzar, c'est vraiment un village limitrophe où on plante du thym. Le zaatar, c'est le thym libanais, donc c'est une spécialité de thym qui est très locale. Il est mélangé avec des sésames grillés et du sumac. Le sumac, c'est un arbuste qui vient du Moyen-Orient. Il existe au Moyen-Orient. Il y a des petites graines. On les fait sécher et on les met en poudre qui sont rajoutées au zaatar. Donc c'est une explosion de saveurs pour tous les deux. Oui, en fait, ce sont des épices, c'est ça? Ce sont des épices. Donc le sumac, on le met beaucoup en salade. Il a un goût citronné. Il a aussi beaucoup de bénéfices. Donc on le met beaucoup sur les salades et les poissons. Le zaatar, on peut le mettre sur les salades. On peut mariner les viandes aussi. Et nous, on le mange carrément au petit déjeuner en pizza. Sous forme de pizza. Avec de l'huile d'olive, bien sûr. D'accord. Alban et Yannick, je vous propose de goûter. Si on peut goûter, on va goûter. Alors là, vous avez du houmous. Alors, on commence par le salé. Par le salé. Oui. On commence par le salé. Par le salé, donc là c'est bon, je ne fais pas de faux pas. Non. Là, vous avez pris ce qu'on appelle le caviar d'aubergine ou le baba ganoush. Donc c'est un peu le cousin du houmous qui est plus connu en France. Donc c'est la pâte de sésame, de l'ail, du citron.
auquel on a rajouté des aubergines. Allez-y Ce sont Thomas, goûtez des aussi. aubergines Dites-nous qu'on ce que vous cuit en au pensez four. après. Et puis on les réduit après en purée. Il faut rajouter de l'huile d'olive, comme ça c'est un peu sec. Et ça se mange à l'apéro avec des légumes. D'accord. C'est un peu sec, Alban, mais c'est vraiment pas mauvais pour le coup. Hein. Non, mais, je pense que alors- l'huile d'olive souligne Ouais. bien après le goût, mais C'est vrai que moi j'ai pas noté ce côté sec et je trouve justement par rapport au houmous de mémoire que je trouve que c'est moins sec que. C'est moins sec, c'est plus Ouais. crémeux que le houmous. C'est ça. Et, voilà. Mais nous, il faut dire que nous, on rajoute de l'huile d'olive à peu près dans tout. C'est Oui. excellent. En même Moins- temps, moins- c'est excellent l'huile d'olive. Moins sec donc. On va goûter maintenant. Là, il y a du houmous. Le houmous, si vous voulez goûter le Allez. houmous, voilà. Donc c'est plus Mathilde, classique. je vous en laisse un pour vous. Moi j'ai déjà goûté, je trouve ça super. C'est ça. C'est plus classique. Mais, C'est je ça, vous le laisse- houmous, à la limite, je vous laisse ça goûter reste, le sucré, Yanis. ça reste plus en bouche quoi. C'est plus sec du coup. C'est plus sec, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est très bon, c'est frais. Ah et puis je viens de comprendre, je pense que j'avais la date là, La j'avais date, oui, là, c'est un j'avais mélange de- le petit goût. On va On va continuer avec le salé pour ne pas mélanger. Alors vous avez ici la mélasse de grenade. Donc c'est une réduction de grenade qu'on fait bouillir jusqu'à ce que devienne très épais. Donc ça remplace le vinaigre et le citron pour les salades. Et on peut même laquer la viande avec. Donc on a des chefs français qui ont travaillé dessus pour laquer la viande et ça a très bien rendu. Et donc moi je vais finir, j'ai une dernière question. Finalement, tous ces produits qui sont faits par des femmes, est-ce que ça aide à l'émancipation de la femme au Liban? Je ne sais pas. Alors, tous les produits que vous voyez ici sont effectivement faits par des coopératives de femmes. Et l'objectif, c'est surtout dans les régions qui sont un peu loin des villes. Et l'idée derrière, c'est de promouvoir le rôle de la femme dans les sociétés rurales et de leur donner surtout de l'autonomie financière à elles et à leur famille. Merci à toutes les deux, merci. Bon, je sais ce que je vais faire après, je vais venir vous voir. Voilà, vous tout êtes simplement. les bienvenus, c'est le pavillon 5-2. Voilà, exactement. Merci à toutes les deux. Et c'est déjà bientôt la fin d'À travers champs. Juste avant de se quitter, on vous retrouve, Thomas Lavigne. Vous êtes baladé dans le salon et vous revenez nous voir justement pour nous donner les bons plans de ce salon. Alors Alban et Yanis et Mathilde d'ailleurs, pour vous dégourdir l'esprit, je vous donne rendez-vous au pavillon 2 pour venir découvrir le fonctionnement d'un moulin. Vous trouverez sur le stand un petit moulin mécanique qui vous permettra de comprendre le fonctionnement d'un moulin, de la transformation du blé tendre à la farine grasse. Vous vivrez sur place une aventure ludique et pédagogique à la découverte d'un métier que même vous, Alban, je suis sûr que vous ne connaissez pas très bien. Et moi non plus, je le connais pas très bien, et c'est pour ça que le Salon de l'Agriculture veut aussi mettre justement en lumière des métiers qu'on ne connaît peu, et Pavillon 2 donc pour cette activité. Et où est-ce qu'on va poursuivre justement notre visite, mon cher Thomas? Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour marcher un petit peu? Oui, toujours. Allez, Toujours d'accord dès qu'il s'agit de... Si c'est pour aller découvrir des nouvelles choses au salon, bien sûr. C'est pour ça que je vous propose donc de quitter le pavillon 2 pour le pavillon 3 cette fois-ci et d'aller au stand des Salines de Guérande où un quiz est organisé toute la journée autour de la production du sel de Guérande. Donc, c'est donc de façon ludique que vous pourrez en apprendre un petit peu plus sur la production du sel et en petit bonus, vous pourrez gagner des lots si vous répondez juste aux questions. Merci, merci. Et puis on va continuer. Non, merci. Merci. D'accord. Merci Thomas Lavigne. Yanis, à travers champs, c'est déjà terminé. Ça y est, Voilà. après 2 heures ensemble, il est temps qu'on rende l'antenne et surtout qu'on aille visiter nous aussi un petit peu ce salon de l'agriculture, Alban. Exactement, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Merci d'avoir participé, d'avoir réagi à cette émission. Merci, merci à toutes les personnes qui se sont succédées sur ce plateau du siècle vert. Merci à la régie pour la réalisation. Demain, nous retrouverons donc à travers champs à nouveau de 10h à midi. Et avant ça, Alban. Alors on va y venir, je vais y venir, mais d'abord je vais donner les invités de demain, si vous me permettez, Yanis. Bien On sûr. aura Audrey Pulvar et Cyril Arnaud, l'hypnotiseur. Cyril Arnaud, j'ai très peur de demain, je vous cache Je pas. serai là, Alban, vous en faites pas. Et nous découvrirons aussi 2 autres régions, l'Île-de-France et la Corse. Et bien sûr, il y a un autre rendez-vous ce soir, c'est à partir de 17h, l'agriculture en question. Le thème, c'est l'avenir dans l'agriculture. On en parle à 17h avec Hugo Franceschi.
il y aura 4 invités justement. Merci encore une fois de votre fidélité et à demain.